Je suis ravie de vous accueillir ici. Suivez mon histoire jusqu'au bout et dites-moi en commentaire depuis quelle ville vous regardez cette vidéo. Chérie, j'ai fait faire un double des clés de l'appartement pour toi. Ce furent les mots prononcés par mon fils Daniel lors de son dîner de 5e anniversaire de mariage, tendant 3 clés brillantes à sa femme Victoria, devant tout le monde. Des clés de mon appartement. L'appartement que j'avais hérité de ma sœur Claire, après l'avoir soignée pendant 5 années d'un enfer cancéreux. Mais ce que Daniel ignorait, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Claire avait vu le coup venir avant de mourir. Ma sœur m'a laissé bien plus qu'un simple appartement haussmannien. Elle m'a laissé les armes pour riposter, et ce soir-là, devant 40 invités, au prestigieux pavillon des Rives sur les quais de Seine. J'étais sur le point de détruire tous leurs plans, visant à voler ma maison et à m'enfermer dans un EHPAD comme une vieille chaussette. Je m'appelle Charlotte Delmas. J'ai 65 ans. Et voici l'histoire de la façon dont mon propre fils a conspiré pour me prendre tout ce qu'il me restait. Et comment je me suis assurée qu'il échoue. L'invitation était arrivée 3 semaines plus tôt. Un papier vélin, couleur crème, épais et coûteux. Le genre sur lequel Victoria insistait toujours. Même lorsqu'il se noyait sous les dettes de cartes de crédit. Vous êtes cordialement invités à célébrer le 5e anniversaire de mariage de Daniel et Victoria au pavillon des Rives le samedi 14 décembre à 19h, tenue de cocktail exigée. Je tenais ce carton dans ma cuisine, sous la lumière fluorescente qui grésillait, chaque fois que le voisin du dessus prenait sa douche. Mes mains tremblaient légèrement. Cela arrivait plus souvent ces derniers temps, bien que je ne sache plus si c'était dû à l'âge ou au stress. Daniel ne m'avait pas appelé depuis 6 semaines. 6 semaines de silence après des années d'appels quotidiens quand il était plus jeune après. Des années de maman, que dois-je faire à ce sujet? Et maman, j'ai besoin de tes conseils. Après des années où il promettait qu'il ne m'abandonnerait jamais comme son père l'avait fait. La dernière fois que nous nous étions parlé. Il avait dit quelque chose qui m'empêchait encore de dormir la nuit. Maman, tu dois comprendre que j'ai ma propre vie. Maintenant, je ne peux pas continuer à te soutenir, éternellement. Me soutenir comme si les 4 années que j'avais passées à m'occuper de sa tante Claire, la femme qui l'avait élevée autant que moi, était une sorte de vacances, comme si je mettais la coulée douce, pendant que le corps de ma sœur se détruisait lentement de l'intérieur. J'ai posé l'invitation sur ma petite table de cuisine, juste à côté de la pile de factures médicales que je payais encore. Claire était morte depuis 1 an. Mais la dette de ces derniers mois vivait toujours même avec la sécurité sociale et sa mutuelle. Il y avait eu des dépassements d'honoraires, des soins de confort non remboursés, des spécialistes qui coûtaient une fortune en secteur privé. L'ambulance privée, ce dernier mardi terrible, où elle ne pouvait plus respirer. J'avais tout payé, chaque centime, parce que c'est ce qu'on fait pour la famille, ou du moins, c'est ce que je pensais que la famille faisait. Ma cousine Patricia Patou, comme elle insistait pour qu'on l'appelle, avait été étrangement attentive durant ces derniers mois. Patricia qui avait passé 40 ans à nous regarder de haut. Claire et moi se montrant soudainement à l'appartement, avec des compositions florales coûteuses et des questions inquiètes sur les dispositions de Claire. « As-tu discuté de son testament ?» Charlotte avait demandé Patricia un après-midi perché sur le bord du fauteuil de lecture préféré de Claire, tel un vautour surveillant une charogne. « C'est si important d'avoir ces choses en ordre, tu ne voudrais pas qu'il y ait de confusion après son départ. » Claire était dans la chambre trop faible pour se lever, mais j'avais vu ses yeux s'enflammer quand elle avait entendu la voix de Patricia plus tard, quand je lui ai apporté son dîner, un bouillon qu'elle pouvait à peine avaler. Elle m'avait serré la main avec une force surprenante. Lotte, avait-elle chuchoté. Claire était la seule personne qui m'appelait encore, ainsi, ne lui fais pas confiance.
Ne fais confiance à aucun d'eux. Claire, tu deviens paranoïaque. Promets-moi, ses yeux enfoncés et cernés brûlaient d'une intensité qui m'avait coupé le souffle. Promets-moi que tu te battras quand le moment viendra. Promets-le. J'avais promis, j'avais tenu la main de ma sœur et lui avais promis d'être forte. Je ne savais juste pas. Alors contre quoi je me battrais maintenant, debout dans ma cuisine, avec cette invitation, couleur crème? Je sentis quelque chose se tordre dans mon ventre, l'instinct, ce même instinct qui vous prévient quand un orage arrive ou quand quelqu'un vous ment, en souriant, quelque chose n'allait pas. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Daniel. Ça a sonné 6 fois avant de tomber sur la messagerie. « Salut maman !» Sa voix enregistrée était joyeuse, énergique, la voix du fils que je connaissais autrefois. « Je ne peux pas répondre pour le moment, mais laisse un message et je te rappellerai. Il ne le ferait pas. Je savais qu'il ne le ferait pas, mais j'ai laissé un message quand même. Daniel, c'est maman. J'ai reçu ton invitation, je serai là. J'espère que tu vas bien. Tu me manques, mon chéri. Appelle-moi quand tu peux. » Ma voix s'est brisée sur cette dernière partie. Je détestais paraître si faible, si désespérée. J'avais 65 ans. Je n'étais pas une enfant sans défense. J'avais élevé Daniel seul après que son père Michel soit parti. Quand le garçon avait 4 ans, j'avais cumulé 2 emplois réceptionnistes au cabinet dentaire du docteur Maury, le jour, et saisi de données à la maison, la nuit, pour nous maintenir à flot. J'avais aidé Daniel avec ses devoirs, assisté à chaque réunion, parents-professeurs, applaudi à ses matchs de football, même quand j'étais si épuisée que je tenais à peine. Debout, j'avais tout sacrifié pour ce garçon, et maintenant il ne pouvait même pas retourner mes appels. Je regardais autour de mon appartement, l'appartement de Claire. En réalité, je le considérais toujours ainsi. Même s'il était légalement le mien depuis 1 an. Le bail que Claire avait signé il y a des décennies, quand ce quartier du 11e arrondissement de Paris était encore abordable, un loyer encadré, loi de 1948. Dieu merci, ce qui signifiait que je payais une fraction de ce que ces appartements valaient. Maintenant les murs étaient toujours peints de cette couleur crème douce que Claire avait choisie. Ses livres tapissaient les étagères du salon des classiques de la poésie des romans policiers, qu'elle avait collectionnés au cours d'une vie d'enseignement des photographies, couvraient les murs, Claire et moi enfants, sous ce chêne à Orléans. Claire à sa remise de diplôme de la Sorbonne. Claire et moi avec Daniel, quand il était petit, son sourire édenté illuminant le cadre, ce petit garçon avait adoré sa tante Claire. Il s'accrochait à ses jambes quand elle venait nous rendre visite, exigeait qu'elle lui lise des histoires, gardait ses meilleurs dessins de l'école pour lui montrer qu'était-il arrivé, ou plus précisément, qu'est-ce que Victoria lui avait fait. J'avais bien aimé Victoria. Au début, elle semblait bonne pour Daniel, ambitieuse, soignée, confiante, d'une manière que mon fils timide n'avait jamais été. Elle travaillait dans le marketing pour une firme internationale, portait des vêtements de créateurs, savait toujours qu'elle vint commander au restaurant. Mais Claire avait vu clair en elle immédiatement. Cette femme a des yeux de serpent. M'avait dit Claire un soir, environ 6 mois avant sa mort. Elle avait passé une bonne journée assez forte pour s'asseoir dans son lit, et nous avions regardé des photos de la fête de fiançailles de Daniel et Victoria. Regarde cette photo. Lot. Regarde-la vraiment. J'avais étudié la photo Victoria dans une robe couleur champagne qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel, son bras autour de la taille de Daniel, souriant à l'appareil. Ses dents étaient parfaites. Son maquillage était impeccable. Ses yeux ne correspondaient pas à son sourire. Elle a l'air heureuse, avais-je dit, ne voulant pas croire ce que Claire suggérait. Elle ressemble à quelqu'un qui vient de conclure une affaire commerciale. Claire avait posé la photo sur sa table de nuit d'un geste dédaigneux. Marque mes mots. Petite sœur, cette femme n'a pas épousé Daniel par amour. Elle l'a épousé pour ce qu'elle pense qu'il lui donnera. Claire, c'est dur.
je meurs. Lot, je n'ai plus le temps pour la politesse. Elle avait souri, alors ce sourire triste et connaisseur qui me brisait le cœur. À chaque fois, j'espère que j'ai tort pour le bien de Daniel. J'espère vraiment que j'ai tort, elle n'avait pas eu tort. 3 jours après cette conversation, j'avais entendu quelque chose que je n'étais pas censée entendre. C'était un jeudi après-midi. Daniel était venu rendre visite, l'une de ses visites, de plus en plus rares, et j'étais sortie chercher les prescriptions de Claire à la pharmacie. En bas, j'avais oublié mon téléphone et j'avais dû remonter. J'avais ouvert la porte de l'appartement doucement, ne voulant pas réveiller Claire, si elle dormait. La voix de Daniel portait depuis le salon tranchante de frustration. « Je sais, Victoria, mais je ne peux pas juste dire à maman de la mettre en soins palliatifs. Pas encore. » Silence, il était au téléphone parce que c'est trop tôt. Elle saura que quelque chose ne va pas. D'abord, je dois la convaincre que Claire serait mieux avec des soins professionnels, que maman ne peut plus gérer ça. Ma main s'était figée sur la poignée de porte. Oui, j'ai parlé à tante Patricia. Elle dit qu'une fois que Claire sera partie, nous pourrons demander la tutelle, si nous pouvons montrer que maman n'est pas mentalement apte à vivre seule. Elle a plus de 60 ans, n'a pas travaillé depuis des années, a passé tout son temps à s'occuper d'une patiente en phase terminale. N'importe quel juge serait « j'ai laissé tomber mes clés ». Le cliquetis avait résonné dans le couloir. Daniel était apparu dans l'encadrement de la porte du salon, le visage pâle. « Maman, je pensais que j'ai oublié mon téléphone. » Ma voix avait semblé étrange, lointaine, comme si elle venait de sous l'eau. « De quoi parlais-tu » ? Daniel, de rien, juste du travail. Une conférence téléphonique. Il avait souri, mais cela n'avait pas atteint ses yeux, le sourire de Victoria. « Comment dort tante Claire ?» J'étais passée devant lui dans l'appartement, ne me faisant pas confiance pour le regarder. « Tu devrais partir. »« Je suis sûre que tu es occupée. » Maman par Daniel, il était parti, et j'étais restée debout, au milieu du salon de Claire, tremblant si fort que j'avais dû m'asseoir par terre. Tutelle, inaptitude mentale. Mon propre fils prévoyait de me faire déclarer incompétente. J'avais rampé jusqu'à la porte de la chambre de Claire. Je l'avais poussée doucement. Elle était réveillée, me regardant avec ses yeux qui savaient. « Tout, tu as entendu ?» avait-elle dit, ce n'était pas une question? J'avais hoché la tête, incapable de parler. « Viens ici, Lot. » J'étais allée à son chevet, et elle avait pris ma main dans les siennes. Sa peau était fine, comme du papier, meurtrie par toutes les aiguilles des perfusions, mais sa prise était forte. « Écoute-moi très attentivement, » avait dit Claire dans mon placard sur l'étagère du haut. « Il y a une enveloppe Kraft. Ne l'ouvre pas avant que je sois partie, après les funérailles. Tu comprends, Claire, quoi? Promets-moi. Charlotte, promets-moi que tu ne l'ouvriras pas avant les funérailles. » Je le promets bien. Elle avait fermé les yeux, épuisée par l'effort de parler. « Tout est là, tout ce dont tu as besoin. Je me suis occupée de tout, petite sœur. Je me suis occupée de tout. » À l'époque, je n'avais pas compris ce qu'elle voulait dire maintenant, 1 an plus tard. Debout, dans cet appartement que Daniel voulait me voler. Je comprenais parfaitement. Claire avait su d'une manière ou d'une autre, elle avait su exactement ce qui arrivait, et elle m'avait laissé les armes pour riposter, pour comprendre comment j'en suis arrivée là, pour comprendre pourquoi Claire m'a laissé ce qu'elle a fait. Vous devez connaître notre histoire. Claire et moi, les sœurs Delmas, nous avons grandi à Orléans, dans une petite maison, aux murs fins, avec une cour arrière, où Claire plantait des géraniums qui fleurissaient incroyablement vifs chaque été. Notre père travaillait dans le bâtiment. Notre mère faisait des ménages pour les familles riches des beaux quartiers, rentrant à la maison, avec les genoux douloureux et les mains abîmées par l'eau de Javel. Claire avait 8 ans de plus que moi, ce qui signifiait qu'elle avait été ma 2e mère
aussi loin que je me souvienne, tandis que nos parents travaillaient de l'aube au crépuscule. Claire tressait mes cheveux avec des rubans roses qu'elle achetait avec son argent de poche. Elle m'apprenait à lire sous ce chêne dans notre cour, utilisant son doigt pour tracer les mots dans les livres qu'elle avait empruntés à la bibliothèque municipale. « Déchiffre-le. »« Lot, » disait-elle patiemment, quand je butais sur un mot difficile. « Tu peux le faire. Tu es si intelligente » quand les enfants à l'école se moquaient de mes vêtements rapiécés. Des vêtements d'occasion de la Croix-Rouge. Claire apparaissait comme un ange vengeur. Elle ne levait jamais la main sur personne, mais elle avait une façon de regarder les brutes qui les faisait reculer. « Personne ne touche à ma petite sœur, » disait-elle, sa voix calme mais absolue. Personne. Notre famille était petite, mais soudée. Ou du moins, je pensais que nous étions proches. Nous avions notre cousine Patricia qui vivait à Paris avec sa mère. La sœur de ma mère, Patricia, nous rendait visite 2 fois par an, toujours vêtue de vêtements un peu trop chics pour notre humble maison, parlant de sa vie dans la capitale avec un air de supériorité qui faisait serrer la mâchoire de Claire Patricia. Avait toujours été jalouse de Claire, jalouse de sa beauté naturelle, de son intelligence, de la façon dont tout le monde en ville la respectait. Claire n'avait pas besoin de robe coûteuse ou de maquillage parfait pour briller. Elle avait quelque chose que Patricia ne posséderait jamais, peu importe combien d'argent elle dépensait, une dignité authentique. Je me souviens d'un après-midi d'été quand j'avais 12 ans. Patricia était arrivée pour sa visite annuelle dans une robe lilas et des talons hauts complètement inadaptés à notre allée de gravier. Elle s'était perchée dans notre salon, qui soudainement paraissait minable en comparaison de sa tenue, et s'était lancée dans un monologue sur sa vie merveilleuse, les soirées auxquelles elle assistait les hommes importants qui la courtisaient, les restaurants où elle dînait. Claire avait écouté en silence, épluchant des pommes de terre pour le dîner à la table de la cuisine. Finalement, Patricia s'était tournée vers elle avec un sourire mielleux. « Et toi, Claire, toujours ici à t'occuper de ta petite sœur, toujours à vivre dans cet endroit pittoresque. » Claire avait posé son économe essuyé ses mains sur son tablier et croisé le regard de Patricia avec ce calme inébranlable. « Je vis là où est ma famille, Patricia, et ça vaut plus que toutes tes robes de créateur réunies. » Le sourire de Patricia s'était figé. Ses yeux s'étaient durcis avec quelque chose de laid. Elle n'a jamais pardonné cette réponse. À Claire, n'a jamais pardonné à ma sœur d'avoir quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter. Les années ont passé. Claire a réalisé son rêve de devenir institutrice. Elle a travaillé 3 emplois pour payer ses études serveuses. La nuit tutrice, le week-end, travaillant à la bibliothèque entre les cours. Elle a obtenu son diplôme avec mention et a obtenu un poste dans une école primaire du 11e arrondissement de Paris, enseignant au CE2. Je me suis mariée, jeune, trop jeune, probablement. Michel semblait charmant, à 23 ans, grand beau, avec de grands rêves de lancer sa propre entreprise de rénovation. Nous nous sommes mariés. Quand j'avais 25 ans, et Daniel est né quand j'en avais 29 pendant 4 ans. Nous étions heureux, ou du moins, je pensais que nous l'étions. Puis, un matin de janvier, avant le lever du soleil, je me suis réveillée pour trouver le côté du lit de Michel vide. Son sac de sport avait disparu. Ses bottes de travail avaient disparu sur la table de la cuisine. Il avait laissé une note écrite au dos d'un ticket de caisse. Je ne peux plus faire ça. Je suis désolée. C'était tout 15 mots pour mettre fin à un mariage. 15 mots pour abandonner son fils de 4 ans. Je me suis assise à cette table de cuisine jusqu'au lever du soleil, tenant ce reçu dans mes mains, tremblante, écoutant Daniel appeler depuis sa chambre. « Maman, est-ce que papa prépare le petit déjeuner ?» Je ne savais pas comment lui dire. Je ne savais pas comment expliquer que papa ne préparait pas le petit déjeuner, que papa n'était pas là, que papa avait décidé que sa famille était trop d'ennuis
et était partie sans même dire au revoir. J'étais encore assise là, paralysée, quand la sonnette de mon appartement a retenti. À 7h30. C'était Claire, 2 valises à ses pieds. Ses cheveux tirés en une queue de cheval pratique, portant un jean et un pull chaud. Je suis là pour aider avec Daniel, avait-elle dit simplement, comme si elle n'avait pas juste abandonné son propre studio, sa vie tranquille, juste pour me sauver de mon désastre. Claire a emménagé avec nous ce jour-là. Elle est restée 2 années entières. Elle s'est occupée de Daniel pendant que je m'effondrais, pendant que je pleurais pour m'endormir chaque nuit, pendant que je fixais les murs et me demandais comment j'allais survivre en tant que mère célibataire, sans diplôme universitaire, avec une pile de factures que Michel avait laissées derrière lui. Claire m'a trouvé un emploi de réceptionniste. Elle gardait Daniel pendant mes gardes. Elle l'aidait avec ses devoirs de maternelle. Elle lui lisait des histoires avant de dormir. Les mêmes histoires qu'elle m'avait lues autrefois sous ce chêne. Daniel adorait sa tante Claire. Il attendait près de la fenêtre qu'elle rentre de l'école, puis courait pour serrer ses jambes dès qu'elle franchissait la porte. Tante Claire. Tante Claire, devine ce que j'ai appris aujourd'hui, et Claire le soulevait, le faisait tourner, écoutait son bavardage excité sur les lettres et les nombres et la grenouille qu'il avait vue au parc. Elle lui enseignait des valeurs que j'étais trop déprimée et épuisée pour inculquer. Elle lui parlait de gentillesse, de respect, de ce que signifiait être un homme bon. Les vrais hommes protègent les femmes qu'ils aiment. Daniel, lui disait-elle, pendant qu'il était assis sur ses genoux, ses petites mains jouant avec son collier. Ils ne les abandonnent pas, ils ne partent pas quand les choses deviennent difficiles. Promets-moi que tu ne seras jamais comme ton père. Et Daniel, mon doux petit garçon, avec son sourire édenté et ses énormes yeux bruns, hochait solennellement la tête. Je promets, tante Claire, quand je serai grand, je vais travailler très dur et acheter à maman une énorme maison avec une piscine et un chiot. Claire le serrait fort. Ses yeux, rencontrant les miens, par-dessus sa tête. Et à ce moment-là, je sentais que peut-être, juste peut-être, tout irait bien. Je le croyais. Nous le croyions toutes les deux. Ce petit garçon avait un cœur pur. Qu'est-il arrivé à cet enfant? À quel moment est-il devenu l'homme qui me trahirait de la manière la plus cruelle possible? Claire ne s'est jamais mariée. Elle disait qu'elle n'avait jamais rencontré quelqu'un qui pouvait rivaliser avec son véritable amour. L'enseignement pendant 30 ans. Elle a façonné de jeunes esprits. Ses élèves l'adoraient. Les parents la demandaient spécifiquement. Elle a reçu les palmes académiques et elle économisait chaque centime. Claire économisait, elle vivait modestement. Un petit studio qu'elle avait depuis ses 20 ans, elle achetait dans les friperies. Elle apportait son déjeuner, au lieu de manger dehors, elle ne prenait pas de vacances coûteuses, ni n'achetait de vêtements de marque. Elle économisait parce qu'elle avait un rêve, posséder un logement, quelque chose qui était vraiment à elle, quelque chose que personne ne pouvait lui enlever. Quand Claire a eu 55 ans, elle a finalement eu assez pour un apport conséquent. Elle a trouvé un appartement dans un immeuble boulevard Voltaire, 2 chambres, un petit balcon donnant sur un square du Parquet qui craquait quand on marchait pieds nus. Les matins froids. Ce n'était pas luxueux. Le quartier changeait, comme aiment dire les agents immobiliers, mais c'était à elle le jour où elle a signé les papiers chez le notaire. Claire était rayonnante. Je l'ai retrouvée à la sortie, et quand elle est sortie avec ses clés à la main, elle ressemblait à une femme qui avait gravi l'Everest. Lot, avait-elle dit sa voix, épaisse d'émotion. Cet endroit sera à toi. Un jour, tout ce que j'ai est à toi. Tu es ma famille, ma sœur, toute ma vie. J'avais pleuré debout,
là sur le trottoir parisien. Je ne te mérite pas, avais-je sangloté. Claire m'avait saisi les épaules, m'avait regardé droit dans les yeux. Tu as survécu. Charlotte, tu as élevé Daniel seul, tu as travaillé jusqu'à l'os, tu n'as jamais abandonné, pas une seule fois, même quand tu le voulais, tu mérites tout. Patricia était à la pendaison de crémaillère. Ce soir-là, bien sûr, elle est venue aux événements familiaux, majeurs, avec son sourire forcé et ses félicitations vides. Ses yeux toujours calculateurs, évaluant toujours la valeur, je l'avais regardée faire le tour du nouvel appartement de Claire, touchant les murs, comme si elle testait la peinture, ouvrant les placards dans la cuisine, posant des questions pointues sur la surface et la taxe foncière. C'est un charmant premier achat, avait dit Patricia, son ton indiquant clairement qu'elle pensait que c'était tout, sauf charmant. Bien que bien sûr dans ce quartier. Eh bien, je suis sûre que la valeur de la propriété s'améliorera finalement. Claire avait souri. C'est parfait pour moi. Oh, absolument. Je voulais juste dire. Eh bien, tu sais, comme je m'inquiète pour la sécurité de la famille, as-tu pensé à mettre à jour ton testament? Maintenant que tu es propriétaire, c'est si important d'avoir tout en ordre. Même alors, 5 ans avant de tomber malade. Patricia tournait comme un vautour. Claire avait changé de sujet. Mais plus tard, quand nous n'étions que toutes les deux à nettoyer après la fête, elle avait dit quelque chose qui m'était resté. Patricia ne s'intéresse pas à mon bien-être. Lotte, elle s'intéresse à mes actifs. Souviens-t'en, j'aurais aimé prêter plus d'attention à cet avertissement. 5 ans après que Claire a acheté son appartement, elle a commencé à tomber malade. D'abord, c'était de petites choses. Des douleurs à l'estomac qu'elle mettait sur le compte du stress, une fatigue qu'elle attribuait à trop d'années, à enseigner à des enfants de 8 ans, énergiques, une perte d'appétit qui faisait flotter ses vêtements sur son corps au moment où elle est finalement allée chez le médecin. C'était trop tard, cancer du pancréas stade 3, B inopérable. L'oncologue avait été doux mais honnête, 6 mois à 1 an, selon la façon dont elle répondrait au traitement. Claire avait pris la nouvelle avec son calme caractéristique. Elle avait posé des questions pratiques sur les horaires de chimiothérapie et la gestion de la douleur. Puis elle avait conduit jusqu'à mon appartement, franchi ma porte, et s'était effondrée dans mes bras. « J'ai peur, Lotte, » avait-elle chuchoté. « J'ai tellement peur. » J'avais tenu ma sœur et senti mon monde basculer sur son axe. Claire forte, inébranlable. Claire allait mourir. J'ai quitté mon travail immédiatement. J'avais 60 ans, de toute façon, proche de la retraite. Daniel avait 28 ans, installé dans son travail, dans une entreprise de technologie, fiancé à Victoria. Il était adulte, il pouvait prendre soin de lui-même. Claire avait besoin de moi. « Je t'aiderai financièrement, maman ?» avait dit Daniel quand je lui ai annoncé mon plan. Il m'avait serré fort. Et pendant un moment, il était à nouveau « Mon petit garçon va t'occuper de tante Claire, ne t'inquiète de rien. » Il avait tenu cette promesse pendant 3 mois, à m'envoyer 1 000 € par mois pour aider avec les dépenses non médicales et les milliers de petits coûts qui accompagnent une maladie terminale. Puis l'argent a commencé à se tarir. 1000 est devenu 500, 5 cents est devenu 2 cents, puis rien quand j'appelais pour demander ce qui n'allait pas. Daniel avait toujours des excuses, des problèmes au travail, des dépenses imprévues. Le mariage qu'il planifiait avec Victoria coûtait plus que prévu. Maman avait-il dit lors d'un appel particulièrement tendu. Tu dois comprendre que j'ai ma propre vie maintenant, mes propres obligations. Je ne peux pas continuer à te soutenir éternellement. Tu es sans emploi depuis des années. Quel est ton plan? Me soutenir comme si j'étais une sorte de fardeau, une profiteuse vivant la belle vie, grâce à sa charité, pas une mère qui avait tout sacrifié pour l'élever, pas une femme qui passait 18 heures par jour à s'occuper de sa sœur mourante. La sœur
qui avait aidé à l'élever. Daniel, avais-je dit ma voix tremblante. Je ne suis pas en vacances. Je regarde Claire mourir, centimètre par centimètre. Je la nettoie quand elle ne peut pas aller aux toilettes. Je tiens ses cheveux quand elle vomit à cause de la chimio. Je sais. Maman, je sais. Mais Victoria et moi essayons de construire une vie. Nous voulons acheter une maison, fonder une famille. Nous ne pouvons pas faire ça si je suis constamment. Il s'était arrêté, mais j'avais entendu la fin de cette phrase aussi clairement que s'il l'avait dite à haute voix. Si je suis constamment en train de te soutenir. J'avais raccroché sans dire au revoir, et j'étais allée dans la chambre de Claire, où elle était allongée, appuyée sur des oreillers, trop faibles pour faire plus que tourner la tête. Elle avait écouté. Bien sûr, ses murs étaient fins. Elle avait chuchoté. Claire Victoria, elle l'empoisonne. Contre toi l'éloigne? Claire, ne m'écoute pas. Lotte, elle avait cherché ma main avec effort. Je dois te dire quelque chose d'important. Et c'est là qu'elle m'a parlé de l'enveloppe dans son placard. Claire a vécu 5 ans après son diagnostic. 5 ans qui étaient censés être 6 mois, elle a défié toutes les statistiques combattues à travers d'innombrables cycles de chimiothérapie, refusé d'abandonner. Mais le cancer se fiche de l'esprit combatif. Finalement, il gagne les dernières semaines, furent les plus dures. Claire, souffrant constamment, malgré la morphine, son corps lâchant système par système. Patricia a commencé à visiter plus fréquemment durant ces derniers mois, et elle ne venait jamais seule. Elle amenait toujours Victoria. Les deux arrivaient ensemble. Patricia avec son sac à main de créateur, et Victoria avec son maquillage parfait. Et elle s'asseyait dans le salon, parlant à voix basse. Chaque fois que j'entrais, elle se taisait, brusquement, me souriait, avec une fausse chaleur, demandait comment Claire tenait le coup. J'avais commencé à remarquer qu'elle faisait l'inventaire. Victoria photographiait l'appartement soi-disant pour montrer à Daniel comment tout est. Mais je l'avais vue prendre des photos des tableaux des meubles, même de la vue depuis le balcon. Patricia posait des questions pointues sur l'immeuble, sur la valeur de la propriété, sur les arrangements de Claire. Avez-vous discuté de ce qui arrive à l'appartement? Avait-elle demandé un après-midi, sa voix dégoulinant de fausses inquiétudes? Ces beaux anciens peuvent être délicats? Tu voudras t'assurer que tout est en ordre? Claire était trop faible pour sortir de sa chambre. Mais j'avais vu sa mâchoire se serrer quand elle avait entendu la voix de Patricia à travers la porte ouverte. Victoria avait été plus directe. Charlotte avait-elle dit un jour, me coinçant dans la cuisine pendant que Patricia faisait semblant d'organiser les médicaments de Claire. As-tu pensé à ton avenir quand tout cela sera fini? Et je suis tellement désolée, mais nous devons être réalistes. Tu auras besoin d'un endroit où vivre. Daniel et moi en avons discuté, et nous pensons peut-être qu'une résidence pour seniors serait parfaite pour toi. Quelque chose avec des infirmières et des activités, tu serais tellement plus heureuse que d'essayer de gérer un grand appartement seul. J'avais 61 ans, pas une invalide décrépite qui avait besoin d'une supervision 24 heures sur 24. Mais la façon dont Victoria le disait avec ce sourire condescendant indiquait clairement qu'elle avait déjà pris des décisions sur ma vie. « C'est ma maison ?» avais-je dit doucement. Claire me l'a laissée. Le sourire de Victoria s'était durci. Eh bien, rien n'est officiel encore. N'est-ce pas? Nous verrons ce que dit le testament. Claire est morte. Un dimanche matin, l'infirmière de nuit était partie à minuit. Je l'avais renvoyée chez elle, lui disant de se reposer, que j'appellerais si quelque chose changeait, mais je savais d'une manière ou d'une autre. Je savais que c'était la fin. J'étais restée assise, à côté du lit de Claire toute la nuit, tenant sa main, lui parlant, même si elle était à peine consciente. « Tu te souviens de ce chêne ?»
à Orléans, avais-je chuchoté. Tu te souviens? Comment tu tressais mes cheveux avec ces rubans roses? Tu me faisais sentir comme une princesse. Claire, chaque jour, tu me faisais sentir spéciale. Les doigts de Claire avaient tressailli dans les miens. Ses yeux, quand ils se sont ouverts, étaient voilés par la douleur et les médicaments. Mais j'y ai vu de la reconnaissance. Lotte. Avait-elle soufflé juste mon nom? Rien d'autre? Je suis là, Claire. Je suis juste là. Je ne pars pas. Elle avait souri, ce beau sourire qui avait illuminé mon enfance, mon adolescence, ma vie entière. Je t'aime, avait-elle chuchoté meilleure partie de ma vie, et puis alors que le soleil se levait et envoyait une lumière dorée à travers les fenêtres, Claire a fermé les yeux. Pour la dernière fois, je suis restée assise là pendant 1 heure avant de pouvoir me résoudre à appeler le médecin assise là, tenant la main de ma sœur, regardant la lumière changer dans sa chambre, mémorisant chaque détail de son visage. Claire était partie, et je ne m'étais jamais sentie aussi seule de toute ma vie. J'ai appelé Daniel à 8h30. Son téléphone a sonné 6 fois avant qu'il ne réponde, sa voix groggy de sommeil. « Maman, quelle heure elle est partie ?» Daniel. « Claire est partie. » Silence. Puis je serai là, dès que je peux. Il est arrivé à 11h45, 3 heures plus tard, et il n'est pas venu seul. Daniel a franchi la porte avec Victoria à un bras et Patricia à l'autre, les 3 ensemble, comme une sorte de front uni. Daniel a regardé le corps de Claire. J'avais demandé au service funéraire d'attendre, ayant besoin de quelques heures de plus avec ma sœur. Et son visage est resté impassible, pas de larmes, pas de chagrin, juste un léger resserrement autour des yeux. « Nous devrions organiser les funérailles », avait-il dit mécaniquement. Victoria avait mis sa main sur son épaule, un geste qui semblait solidaire, mais qui sentait la possession. Patricia avait immédiatement commencé à ouvrir les tiroirs et les armoires. « Je cherche des documents importants », avait-elle expliqué quand je l'avais regardée avec incrédulité. « Eh bien, les polices d'assurance, ce genre de choses, nous devons mettre tout en ordre. » Mettre tout en ordre. Ma sœur était morte depuis 3 heures et il cherchait déjà ses papiers. Les funérailles furent modestes. Claire avait survécu à la plupart de ses proches et beaucoup de ses collègues enseignants avaient pris leur retraite et déménagé. Une poignée d'anciens élèves sont venus maintenant adultes pour présenter leur respect, quelques voisins de l'immeuble, l'infirmière qui avait été si gentille ces dernières semaines. Patricia avait pris en charge les arrangements. Elle avait choisi le cercueil le moins cher, malgré mes protestations. Claire voudrait quelque chose de simple, avait-elle insisté. Inutile de gaspiller de l'argent pour quelqu'un qui est parti gaspiller de l'argent. Claire avait passé sa vie entière à économiser, à travailler, à construire quelque chose avec dignité, et Patricia voulait l'enterrer dans une boîte en carton. Je m'étais battue pour un meilleur cercueil en chêne avec des poignées en laiton. Quelque chose qui honorait la femme. Que ma sœur avait été, je l'avais payé moi-même en utilisant les dernières de mes économies. À la veillée funèbre, j'avais entendu une conversation que je n'étais pas censée entendre. J'étais dans les toilettes du funérarium quand Victoria et Patricia étaient entrées dans le couloir juste à l'extérieur. Leur voix portant à travers la porte mince. « As-tu parlé à l'avocat ?» avait demandé Victoria avec urgence. « Oui, mais il dit que nous devons attendre la lecture officielle du testament, » avait répondu Patricia. La frustration perçant dans son ton. Apparemment, Claire avait tout verrouillé. Ça ne fait rien. Claire n'avait personne d'autre que Charlotte, et Charlotte n'a pas la capacité juridique de gérer une propriété. Elle est trop vieille, trop fragile. Nous pouvons arguer qu'elle n'est pas mentalement apte à administrer une succession, et Daniel est d'accord. Le rire de Victoria avait été froid. Daniel fait tout ce que je lui dis de faire. Patricia,
J'ai juste besoin de continuer à le convaincre que sa mère a besoin de soins professionnels. Il est déjà à moitié convaincu qu'elle perd la tête. » Elles avaient ri toutes les deux, debout dans le couloir d'un funérarium riant de leur plan pour me détruire. J'étais restée dans ces toilettes pendant 10 minutes, après leur départ, agrippant le lavabo. Fixant mon reflet dans le miroir, mon visage était pâle. Des cernes marquaient mes yeux, mes cheveux plus gris que bruns avaient besoin d'être coiffés. J'avais l'air vieille, fatiguée, vaincue, mais je n'étais pas vaincue. J'étais en colère, et je me souvenais des mots de Claire. « Promets-moi que tu te battras. » J'ai quitté ces toilettes. La tête haute, je me suis tenue à côté du cercueil de Claire, et je lui ai parlé silencieusement. Je ne vais pas les laisser gagner. Claire, je te l'ai promis, et je tiens mes promesses. 3 jours après les funérailles, j'ai enfin ouvert l'enveloppe. Claire m'avait fait promettre de ne pas l'ouvrir avant. Et j'avais tenu cette promesse, mais maintenant seule dans l'appartement qui semblait trop calme. Sans elle, je suis allée à son placard étagère du haut. Elle avait dit derrière les boîtes de vieilles fournitures scolaires. L'enveloppe Kraft était épaisse, lourde, mon nom écrit sur le devant de l'écriture soignée de Claire Charlotte Delmas. Important, je l'ai apporté à la table de la cuisine. Me suis fait une tasse de thé que je n'ai pas bu et je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. À l'intérieur, une lettre 5 pages, recto verso, des documents juridiques, un petit enregistreur vocal, numérique, une clé USB et une carte de visite, Maître André Vernier, avocat à la Cour. J'ai commencé par la lettre. « Ma très chère Lotte, si tu lis ceci, je suis partie, s'il te plaît. Ne pleure. Pas pour moi. J'ai eu une vie merveilleuse. Grâce à toi, tu étais la meilleure partie de tout petite sœur. Mais maintenant, j'ai besoin que tu sois forte. Plus forte que tu ne l'as jamais été. Parce que je sais exactement ce qui va se passer après ma mort, et je t'ai laissé les outils pour riposter. Il y a 6 mois, en mai, quand je pouvais encore marcher. Sans aide, je suis allée à l'appartement de Daniel. Je voulais lui apporter ses lasagnes. Il adore ta recette. J'ai sonné, mais personne n'a répondu. J'ai utilisé le double des clés qu'il m'avait données il y a des années pour les urgences. Je suis entrée pensant qu'il pouvait être sous la douche. Mais ce que j'ai entendu m'a glacé dans l'entrée, m'a brisé le cœur. J'ai arrêté de lire, posé la lettre, pris mon thé froid et l'ai bu quand même ayant besoin de faire quelque chose de mes mains, puis j'ai continué à lire. Daniel était dans le salon, au téléphone, et voici ces mots. Je ne les oublierai jamais, non, Patricia. Je ne peux pas le dire à maman, encore, c'est... Trop tôt d'abord, je dois la convaincre que tante Claire devrait être en soins palliatifs, qu'elle ne peut pas gérer de s'occuper d'elle plus longtemps. Il y a eu une pause. Puis oui, j'ai parlé à Victoria. Elle dit qu'une fois que tante Claire sera partie, et les médecins disent que ce sera bientôt, nous pouvons demander au tribunal de faire déclarer maman, mentalement inapte à vivre seule. Elle a plus de 60 ans, n'a pas travaillé depuis des années. N'importe quel juge serait d'accord qu'elle a besoin de soins supervisés. Une autre pause, ma main sur l'application dictaphone de mon téléphone, capturant chaque mot, l'appartement vaut au moins 1 million. Maintenant, ce quartier s'embourgeoise vite, si on le vend, et qu'on met maman dans une structure économique. Victoria en a trouvé une en banlieue qui n'est qu'à 1 500 par mois. On récupérerait plus de 800 000 après dépenses. Tu aurais ta part, en tant que parente par le sang, et Victoria et moi utiliserions la nôtre pour l'apport de cette maison à Neuilly que nous regardons. Lotte, je n'ai pas fui, j'aurais dû. Mais je suis restée là, dans son entrée pendant 48 minutes. Et j'ai enregistré toute la conversation. Victoria l'a rejoint dans le salon, à mi-chemin. Patricia était sur haut-parleur tous les trois, planifiant chaque détail de comment te voler. J'ai dû arrêter de lire à nouveau, mes mains tremblaient si fort que les pages bruissaient. Daniel. Mon fils, mon bébé. Il avait planifié cela pas dans un moment de faiblesse ou de confusion. Il l'avait planifié avec Victoria et Patricia, planifié
de me faire déclarer mentalement incompétente, planifier de voler ma maison, planifier de m'enfermer dans une structure bon marché, où je mourrais seule et oubliée, tout ça pour pouvoir acheter une maison à Neuilly. J'avais envie de vomir. À la place, j'ai continué à lire, je suis allée immédiatement voir Maître Vernier. C'est un avocat, un bon, je lui ai montré les enregistrements et je lui ai tout dit, il m'a aidé à te protéger, Lot. L'appartement est maintenant protégé par un mandat de protection future et une structure juridique complexe. Tu es l'usufruitière à vie et l'administratrice unique. Personne ne peut le vendre. Personne ne peut te forcer à partir. Personne ne peut prendre de décision à ce sujet sans ton consentement notarié explicite. Même s'il parvenait, d'une manière ou d'une autre, à te faire déclarer mentalement incompétente, ce qu'ils ne feront pas, parce que Maître Vernier a construit des protections, ils ne pourraient toujours pas y toucher le dossier, inclus ce que Maître appelle des dispositions pilules empoisonnées. Si quelqu'un tente de contester tes droits sur cette propriété, les enregistrements sont automatiquement communiqués aux médias et au procureur de la République. Maître Vernier déposera plainte pour abus de faiblesse et tentative d'escroquerie. J'ai dépensé 18 000 €, presque toutes mes économies restantes, pour rendre cette forteresse impossible à briser. Cela valait chaque centime. Mais ce n'est pas tout. L'enregistreur vocal dans cette enveloppe contient des copies des 17 conversations que j'ai enregistrées au cours des 6 derniers mois, 17 fois, où ils ont discuté de leur plan affiné. Leur stratégie parlait de toi, comme si tu étais un obstacle à éliminer. Écoute-les quand tu seras prête, c'est douloureux. Je sais, mais tu dois comprendre contre qui tu te bats. J'ai aussi enregistré une vidéo. Elle est sur la clé USB. Dans cette vidéo, j'explique tout ce que j'ai découvert, je montre les preuves. J'ai 3 médecins certifiant que j'étais saine d'esprit quand j'ai créé les dispositions légales. Je nomme Daniel Victoria et Patricia, et je décris leur conspiration en détail. Maître Vernier montrera cette vidéo quand le moment sera venu, quand ils feront leur mouvement, et ils feront leur mouvement. Lot. Maître Vernier sera prêt une chose de plus. J'ai laissé des instructions très précises à Maître Vernier si Daniel Victoria ou Patricia tentent une action en justice. Contre toi, il a ma permission de faire 3 choses. 1. Publier tous les enregistrements. 2. Déposer plainte au pénal. 3. Leur montrer ma vidéo. Ils auront une chance. Une chance de reculer avant que Maître Vernier ne les détruise. Je sais que c'est beaucoup à encaisser. Je sais que tu es blessé et en colère et que tu ne peux probablement pas croire que ton propre fils ferait cela. Mais Lot, les gens te montrent qui ils sont. Vraiment. Quand ils pensent que personne ne regarde. Daniel m'a montré exactement qui il est devenu. Ne les laisse pas prendre ce qui est à toi. Ne les laisse pas gagner. Tu es plus forte que tu ne le penses plus. Précieuse qu'ils ne te l'ont fait croire. Plus aimée qu'ils ne pourront jamais le comprendre. Cet appartement est à toi, petite sœur. Chaque livre sur ses étagères, chaque photo sur ses murs, chaque souvenir que ces pièces contiennent, tout est à toi. Pas parce que je suis partie, mais parce que tu l'as mérité. Tu l'as mérité. En m'aimant à travers les années les plus dures de ma vie, tu l'as mérité. En sacrifiant ton propre avenir pour me donner de la dignité dans la mort. Vis ici, sois heureuse. Et s'il te plaît, ne laisse personne, ni Daniel, ni Victoria, ni Patricia, ni personne prendre ta dignité. Je t'aime de tout mon cœur. Tu es la meilleure partie de ma vie. Charlotte, Delmas, ta sœur qui t'aimera pour toujours. Claire. PS. Il y a une chose de plus dans l'enveloppe, c'est une photo. Te souviens-tu de ce jour? J'ai regardé au fond de l'enveloppe. Il y avait une photo légèrement délavée. Claire et moi, âgés de 16 et 8 ans, assises sous le chêne dans notre cour. Claire tressait mes cheveux avec des rubans roses,
Nous rions toutes les deux, nos visages illuminés de joie, au dos de l'écriture de Claire. Le jour où j'ai promis de toujours te protéger, une promesse que je tiens même maintenant. J'ai serré cette photo contre ma poitrine et j'ai pleuré jusqu'à ce que je n'ai plus de larmes. Je n'ai pas pu me résoudre à écouter les enregistrements ce premier soir. La lettre était suffisante, plus que suffisante, à la place. Je me suis assise sur le balcon de Claire, mon balcon maintenant, et j'ai regardé le soleil se coucher sur le square en face. Une jeune mère poussait son enfant sur les balançoires. Un homme âgé promenait son chien. La vie continuait indifférente à ma douleur. Mon téléphone a vibré, un SMS de Daniel. Maman Victoria et moi planifions notre dîner d'anniversaire. Nous aimerions beaucoup que tu viennes. Je t'enverrai les détails. Bientôt. Je t'aime, je t'aime. 2 mots qui remplissaient autrefois mon cœur. Maintenant, ils me faisaient juste sentir vide. Je n'ai pas répondu à la place. J'ai appelé le numéro sur la carte de visite de Maître Vernier. Il a répondu à la 2e sonnerie. Cabinet Vernier. Maître Vernier. Je m'appelle Charlotte Delmas. Je suis la sœur de Claire Delmas. Je viens de lire sa lettre, une pause, puis sa voix chaleureuse et étrangement réconfortante. Charlotte, j'attendais votre appel. Je suis tellement désolée pour votre perte. Claire était une femme extraordinaire. Elle m'a parlé des dispositions des enregistrements de tout. Elle l'a fait, et elle m'a fait promettre de vous protéger. C'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. Pouvons-nous nous rencontrer? J'ai besoin de comprendre ce qui se passe ensuite. Bien sûr, êtes-vous libre, demain matin? Disons 10 heures. Mon cabinet est avenue. Hoche. Le bureau de Maître Vernier ne ressemblait en rien à ce que j'avais imaginé. J'avais imaginé du verre froid et de l'acier de l'art, intimidant, l'odeur du cuir coûteux et du pouvoir. À la place, j'ai trouvé des boiseries chaleureuses, des fauteuils confortables et des étagères remplies de livres de droit, qui semblaient réellement lus des photographies, couvraient un mur André avec ce que je supposais être sa famille. 3 enfants, plusieurs petits-enfants, une femme aux yeux doux qui devait être son épouse. André. Lui-même avait environ 70 ans, avec des cheveux complètement blancs et des yeux qui se plissaient. Au coin, quand il souriait, il s'est levé. Quand je suis entrée, a contourné son bureau et a pris mes 2 mains dans les siennes. « Madame Delmas, » dit-il doucement. « Charlotte, s'il vous plaît, asseyez-vous. Puis-je vous offrir un café? Un thé? Un thé serait bien. » Merci, il l'a préparé lui-même. C'était une si petite gentillesse, mais elle a fait piquer mes yeux de larmes non versées. Claire parlait constamment de vous, a dit André en me tendant la tasse. Elle était si fière de vous, de la façon dont vous vous êtes occupé d'elle, des sacrifices que vous avez faits. Elle voulait s'assurer que vous étiez protégé. Elle a dépensé 18 000 €. C'était cher. Chaque centime pour elle et Charlotte. J'ai besoin que vous compreniez quelque chose. André s'est installé dans le fauteuil en face de moi. Son expression sérieuse. Ce que Claire a créé n'est pas juste juridiquement solide, c'est une forteresse. Je pratique le droit depuis 47 ans. Et je n'ai jamais rien construit de plus hermétique. Il a ouvert un dossier sur son bureau épais, rempli de documents. Tout est là. Mais Daniel a dit dans l'enregistrement qu'il pourrait targuer que je suis mentalement inapte. Ils peuvent targuer ce qu'ils veulent. Cela ne signifie pas qu'ils gagneront les yeux. D'André se sont durcis, les dispositions sont claires, si jamais vous êtes soumise à une évaluation de compétences mentales, ce qui n'arrivera pas. Mais si cela arrivait, le mandat exige que 3 psychiatres indépendants, choisis par un tiers neutre, mènent l'évaluation. Pas des médecins choisis par quiconque vous contestent des experts indépendants. Il a sorti un autre document de plus, toute tentative de contester vos droits déclenche une réponse automatique.
Les enregistrements sont rendus publics. Les plaintes pénales sont déposées et ils peuvent regarder la vidéo de Claire. La vidéo? Elle l'a mentionnée dans sa lettre. L'avez-vous vue? L'expression d'André s'est adoucie. Je l'ai vue. Voulez-vous la voir? J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. André a tourné son écran d'ordinateur pour que nous puissions tous les deux le voir, puis a cliqué sur lecture. L'écran s'est rempli du visage de Claire. C'était clairement de ces dernières semaines. Elle était assise dans son lit chauve, à cause de la chimiothérapie des tubes à oxygène dans le nez. Mais ses yeux étaient féroces, brûlants d'une intensité qui m'a coupé le souffle. Je m'appelle Claire Elisabeth Delmas. A-t-elle commencé sa voix, faible mais claire? Aujourd'hui, nous sommes le 7 décembre 2019. J'enregistre cette déclaration de mon plein gré en pleine possession de mes moyens, comme certifié par le Dr Chen, le Dr Martin et le Dr Tanaka. Elle a tenu un document, face à la caméra, les signatures des médecins, clairement visibles. Je dois laisser une trace d'un crime planifié contre ma sœur Charlotte, Marie Delmas, par mon neveu Daniel Delmas, sa femme Victoria et ma cousine Patricia. Pendant les 21 minutes suivantes, Claire a tout exposé. Elle a joué des extraits audio des enregistrements, elle a montré des relevés bancaires prouvant qu'elle avait payé pour les dispositions avec son propre argent, elle a affiché les affidavits signés de ses médecins, elle a expliqué dans les moindres détails comment Daniel, Victoria et Patricia avaient-ils conspiré pour voler ma maison, et puis elle s'est adressée à chacun d'eux, directement. Daniel a dit, Claire regardant droit dans la caméra, « Je t'ai élevée quand ton père t'a abandonnée. J'étais là, je t'ai appris à lire. J'ai aidé avec tes devoirs. Je suis venue à chaque match de foot, à chaque spectacle scolaire, à chaque réunion, quand ta mère devait travailler. Je t'ai dit que les vrais hommes protègent les femmes qu'ils aiment. Tu m'as promis que tu n'abandonnerais jamais ta mère, comme ton père l'avait fait. Tu as brisé cette promesse de la manière la plus cruelle possible. Tu ne l'as pas seulement abandonnée. Tu as conspiré pour la voler, pour la faire déclarer mentalement incompétente et l'enfermer. Afin que tu puisses acheter une maison en banlieue, tu as vendu la liberté de ta mère pour un apport. Cela te rend pire que ton père ne l'a jamais été. » L'écran montrait les mains de Claire tremblant légèrement, mais sa voix restait stable. Patricia a-t-elle continué? « Nous nous connaissons depuis toujours. Tu m'as enviée pendant des décennies. Envié ce que tu pensais que j'avais. Mais tu n'as jamais compris que les choses que tu enviais, le respect, l'amour, la dignité, ne sont pas des choses que tu peux voler. Tu ne peux pas les prendre à Charlotte, pas plus que tu ne pouvais me les prendre. Tu es une femme vide, dans des vêtements coûteux. Patricia et voler ta cousine ne remplira pas ce vide en toi. » Claire a pris une respiration laborieuse avant de continuer. « Et Victoria? Tu es la pire de tous. Tu n'as aucune excuse d'histoire familiale. Aucune revendication d'amour, mal avisée. Tu as vu un homme faible avec une mère généreuse. Et tu as vu une opportunité, tu as isolé Daniel de sa famille, tu l'as convaincu que sa mère était un fardeau au lieu d'une bénédiction. Tu l'as retourné contre la femme qui lui a donné la vie. Tu es un prédateur, Victoria, et j'espère que chaque mot que je dis te hantera pour le reste de ta vie. » La caméra a zoomé légèrement sur le visage de Claire Charlotte. « Petite sœur, si tu regardes ceci, cela signifie qu'ils ont essayé de te faire du mal et que tu as dû te battre. Je suis si incroyablement fière de toi, pas parce que tu te bats, mais parce que tu es forte. Assez forte pour survivre au départ de Michel. Assez forte pour élever Daniel. Seule assez forte pour t'occuper de moi à travers 5 ans d'enfer. Tu es plus forte que tu ne le sais, plus précieuse qu'ils ne t'ont fait croire, et plus aimée qu'ils ne pourront jamais le comprendre. Claire a tenu une clé.
la clé de cet appartement. Ceci est à toi. Tout dans cet appartement est à toi. Les livres que j'ai collectés au cours d'une vie, les photographies de notre enfance, les meubles que j'ai choisis avec tant de soin, la vue depuis ce balcon que j'aimais tant, tout est à toi, Lot. Pas parce que je suis morte, mais parce que tu l'as mérité. Tu l'as mérité, par l'amour et le sacrifice, et un dévouement inébranlable. Sa voix s'est brisée, légèrement. Vis ici. Sois heureuse, remplis ces pièces de rire à nouveau. Et s'il te plaît, ne laisse personne prendre ta dignité. La dignité est la seule chose qu'ils ne peuvent jamais voler, à moins que tu ne la donnes. Claire a regardé directement dans la caméra. Une dernière fois. Je t'aime, Charlotte. Tu étais la meilleure partie de ma vie. Chaque jour, avec toi, était un cadeau. L'écran est devenu noir. Je suis restée assise dans le bureau d'André, les larmes ruisselant sur mon visage, incapable de parler. André m'a tendu une boîte de mouchoirs, puis est resté assis, tranquillement, pendant que je pleurais. Il ne m'a pas pressée, n'a pas offert de platitude. Est juste resté là, une présence bienveillante, me laissant faire mon deuil. Finalement, quand j'ai pu parler, j'ai chuchoté. Elle savait, exactement ce qu'il planifiait. Claire était une femme extraordinaire, a dit André doucement. Elle vous aimait tellement qu'elle a utilisé ces derniers mois. Des mois où elle souffrait terriblement pour vous protéger. C'est le genre d'amour que la plupart des gens ne connaissent jamais de toute leur vie. Que se passe-t-il maintenant? André s'est penché en avant. Maintenant, nous attendons, ils feront leur mouvement. Bientôt, la fête d'anniversaire que Daniel a mentionnée dans son SMS. C'est probablement là qu'ils révéleront leur plan. Ils le présenteront comme un geste généreux, voulant vous aider, prendre soin de vous. Ils essaieront de vous manipuler en public devant des témoins pour que vous vous sentiez obligé d'accepter. Et quand ils le feront, le sourire d'André était tranchant. Alors, nous refermerons le piège. L'invitation formelle est arrivée une semaine plus tard. Tout comme André l'avait prédit, papier vélin, dorure à chaud. Je regardais cette invitation depuis longtemps. Une partie de moi voulait la jeter, refuser d'y aller, les couper complètement de ma vie. Mais la plus grande partie, la partie qui se souvenait des yeux féroces de Claire dans cette vidéo, voulait se battre. J'ai appelé André. Ils ont envoyé l'invitation prévue. Allez-vous y assister? Oui. Bien, je viendrai avec vous. André, vous n'êtes pas obligé. Charlotte, j'ai fait une promesse à Claire. J'ai l'intention de la tenir. De plus, sa voix prit une teinte de satisfaction. Je n'ai pas eu une affaire aussi juste depuis des années, j'ai plutôt hâte d'y être, que dois-je apporter? Rien, je m'occupe de tout. Vous avez juste besoin d'être courageuse. Pouvez-vous faire cela? J'ai pensé à Claire, à elle, m'apprenant à lire sous ce chêne, à elle, emménageant avec moi, quand Michel est parti, à elle, passant ses derniers mois à me protéger. Même en mourant? Oui, ai-je dit. Je peux être courageuse. Les 2 semaines, avant le dîner d'anniversaire, furent les plus longues de ma vie. Daniel a appelé 2 fois. Les 2 fois, j'ai laissé tomber sur la messagerie. Salut. Maman, je vérifie juste si tu as reçu l'invitation. Victoria est tellement excitée que tu viennes. Ça va être une soirée vraiment spéciale. Rappelle-moi spécial. Oui, je suis sûre que ce serait spécial. Le deuxième message était similaire, mais avec un bord légèrement inquiet. Maman, tu n'as pas encore répondu. Est-ce que tout va bien, s'il te plaît? Appelle-moi. Nous voulons vraiment que tu sois là. J'ai failli le rappeler. Failli décrocher le téléphone et dire « Daniel, je sais tout. Je sais ce que tu planifies. Comment peux-tu me faire ça? » Mais André m'avait conseillé de ne pas le faire. Laissez-les penser qu'ils ont l'avantage. Avait-il dit, laissez-les marcher dans leur propre piège. Je me suis concentrée sur d'autres choses.
J'ai trié les affaires de Claire, mettant en carton des vêtements à donner, mais gardant les objets qui comptaient son pull préféré doux, d'avoir été lavé, tant de fois sa collection de livres de poésie, avec des notes dans les marges, ses lunettes de lecture, que je ne pouvais pas me résoudre à jeter. J'ai trouvé un album photo que je n'avais jamais vu auparavant. Claire avait dû le faire dans ces derniers mois. Des photos de nous, tout au long de nos vies, nous 2 enfants. Moi, tenant bébé. Daniel Claire, avec Daniel, à sa remise de diplôme de primaire nous 3, à la remise de diplôme universitaire de Daniel, ses bras autour de nous 2, tous souriants. Ce jeune homme sur la photo semblait si différent de la personne qui avait conspiré pour me voler. Quand avait-il changé? Quand l'influence de Victoria était-elle devenue plus forte que tout ce que Claire et moi lui avions enseigné? Ou avait-il toujours été capable de cela, et nous refusions juste de le voir 3 jours avant le dîner? J'ai enfin écouté les enregistrements. Tous les 17, j'ai fait du thé. Me suis assise sur le canapé avec la couverture de lecture de Claire autour de mes épaules, et j'ai appuyé sur lecture sur le premier fichier. La voix de Daniel. A rempli l'appartement. Non, Patricia. Je ne peux pas le dire à maman. Encore, c'est trop tôt. Je les ai tous écoutés au cours de 6 heures. À la fin, j'étais engourdie. Ils avaient tout discuté. Quel psychiatre corrompre pour un diagnostic de démence? Dans quelle maison de retraite me mettre rien de chic? Nous devons minimiser les coûts mensuels pour maximiser notre profit. Comment vendre l'appartement rapidement? Patricia connaît un promoteur qui paiera comptant pas de questions. Comment diviser l'argent 1/3 pour Patricia en tant que parente? Par le sang, 2/3 pour eux. Dans un enregistrement d'avril. La voix de Victoria était particulièrement froide. Daniel, ta mère a fait ses choix. Elle a épousé un raté qui l'a abandonné. Elle n'est jamais allée à la fac, n'a jamais construit de carrière. Elle a passé toute sa vie à prendre de mauvaises décisions. Pourquoi devrions-nous souffrir à cause de ces échecs? Nous méritons cette maison à Neuilly. Nous méritons de commencer notre famille dans un bel endroit, pas de sacrifier notre avenir pour une vieille femme qui n'a jamais rien fait de productif de sa vie, une vieille femme qui n'avait jamais rien fait de productif. J'avais élevé Daniel seul, travaillé 2 emplois, mis de la nourriture sur la table des vêtements, sur son dos, payé ses fournitures scolaires et ses tenues de foot et ses frais d'inscription à l'université. J'avais sacrifié des sorties et des amitiés et toute chance d'une vie à moi pour m'assurer qu'il avait tout ce dont il avait besoin. Et pour Victoria, j'étais juste une vieille femme inutile. Le dernier enregistrement datait de fin octobre, il y a juste 2 mois. Une fois que nous l'aurons dans la structure, nous couperons le contact au minimum, disait la voix de Patricia. Appel mensuel, peut-être pas de visite, sauf si absolument nécessaire, elle sera trop sous sédatif pour causer des problèmes. De toute façon, Victoria a ri au moment où elle réalisera ce qui s'est passé. Il sera trop tard pour faire quoi que ce soit. La voix de Daniel plus calme que les autres. Je continue à penser à Tante Claire, à ce qu'elle dirait. Si elle savait, Claire est morte, a claqué Victoria. Elle n'a plus son mot à dire. C'est à propos de notre avenir, Daniel le nôtre, pas celui de ta mère. Elle a eu sa chance dans la vie, une pause, puis Daniel. Tu as raison, tu as raison. Je suis désolée, j'avais juste besoin de t'entendre le dire à nouveau. Je t'aime, a dit Victoria, sa voix s'adoucissant, et je fais ça pour nous, pour la famille que nous allons construire. Ta mère sera bien dans la structure. Elle pourrait même être plus heureuse avec des gens de son âge. J'ai éteint l'enregistrement, assise dans le silence de l'appartement de Claire. Mon appartement. L'appartement qu'il voulait me prendre plus. Maintenant, le samedi 14 décembre est arrivé froid et clair. Je me suis habillée avec soin dans le tailleur beige que Claire m'avait offert il y a 2 ans. Il m'allait encore bien qu'il flottait un peu. Maintenant, j'avais perdu du poids ces derniers mois. J'ai ajouté le collier de perles de ma mère et des talons confortables,
Je voulais avoir l'air digne forte. André est passé me prendre à 18h30 dans une berline modeste. Il portait un costume sombre et tenait sa mallette en cuir usé, celle dont il m'avait dit qu'il l'utilisait depuis 40 ans. Prêt a-t-il demandé, alors que je glissais sur le siège passager? Non, mais allons-y quand même. Il a souri, c'est l'esprit. Le pavillon des Rives était exactement le genre d'endroit que Victoria choisirait tout en verre et chrome, avec une vue imprenable sur la Seine. En entrant, j'ai vu les yeux de l'hôtesse parcourir mon tailleur, évaluant, jugeant, le trouvant insuffisant, comparé aux robes de créateurs, remplissant la salle réservation pour Delmas. A dit André, d'une voix fluide. L'hôtesse a vérifié sa tablette. Oh oui, la fête d'anniversaire par ici. Elle nous a conduits à travers le restaurant, vers un salon privé, donnant sur l'eau, à l'intérieur. Environ 15 personnes déambulaient avec des coupes de champagne. J'en ai reconnu certains. Des amis de fac de Daniel, des collègues de Victoria. Et là, au centre, se tenaient Daniel et Victoria. Victoria portait une robe vert émeraude qui coûtait probablement plus de 3 mois de mon loyer. Des bijoux étincelaient à sa gorge et à ses poignets. Ses cheveux étaient coiffés par un professionnel. Son maquillage impeccable, elle ressemblait au succès au pouvoir, à tout ce que je n'étais pas. Daniel portait un costume gris, il avait l'air nerveux, ses yeux parcourant la pièce, vérifiant les détails, s'assurant que tout était parfait quand il m'a vu. Son visage s'est illuminé. « Maman, tu es venue ?» Il s'est précipité, m'a serré dans ses bras. Il sentait l'eau de Cologne coûteuse et le produit coiffant. Quand mon fils avait-il commencé à porter de l'eau de Cologne? Bien sûr que je suis venue, ai-je dit ma voix stable. Je ne manquerai pas votre anniversaire. Victoria est apparue à son coude, son sourire brillant et faux. Charlotte, tu es ravissante. Ce tailleur est si classique. Classique, le mot gentil pour démodé. Merci Victoria, tu es magnifique. Et qui est-ce? Les yeux de Victoria s'étaient fixés sur André, calculant. André Vernier, a dit André, tendant la main. Je suis un ami de la famille. Je connaissais Claire depuis de nombreuses années. Charlotte a eu la gentillesse de m'inviter. J'ai vu la lueur d'inquiétude dans les yeux de Victoria. Un avocat, cela ne faisait pas partie de leur plan. Quel plaisir, a-t-elle dit. Sa voix tendue. Tout ami de Claire est le bienvenu. Nous avons été guidés vers une grande table ronde, dressée pour 12 des marque-places en calligraphie élégante, marquait chaque siège. J'étais placée entre André et une femme que je ne connaissais pas. Une amie de travail de Victoria, je supposais directement, en face de moi. Patricia. Ma cousine portait une robe bordeaux et un sourire qui me donnait la chair de poule. Charlotte. Ça fait trop longtemps. Comment tiens-tu le coup? Ça doit être si dur de vivre dans cet appartement, toute seule, tant de souvenirs je gère, ai-je dit uniformément. Eh bien, si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, des conseils sur l'appartement, de l'aide pour les décisions. Tu sais, je suis toujours là pour la famille. Comme c'est gentil de ta part. Le repas a commencé. Premier plat huître, puis une salade aux noix, confite, entrée de filet mignon, le vin coulait à flots. Victoria tenait la cour, parlant de son entreprise florissante, des mensonges selon les vérifications d'André. Son entreprise faisait l'objet d'une enquête pour facturation frauduleuse. Elle avait perdu 3 gros clients au cours des 2 derniers mois. Patricia renchérissait avec des histoires sur ses dernières vacances européennes, payées avec des crédits qu'elle ne pouvait pas se permettre, se noyant sous les dettes, tout en prétendant être riche. Daniel était assis à côté de Victoria, souriant, riant au bon moment. Mais je pouvais voir la tension dans ses épaules. Il continuait à me jeter des coups d'œil, puis à détourner le regard. Rapidement, il savait à un certain niveau, il savait ce qui arrivait. Après le dessert, une création au chocolat élaborée avec de la feuille d'or. Les serveurs ont apporté le champagne. Daniel s'est levé, tapotant son verre avec une cuillère. La salle s'est tue. Merci à tous d'être venus ce soir.
a-t-il commencé sa voix, portant cette qualité répétée d'un discours préparé. Victoria et moi sommes tellement bénis d'avoir des amis et une famille aussi incroyable pour nous soutenir. Il a regardé Victoria avec ce qui semblait être une adoration sincère. Chérie, ces 5 dernières années ont été transformatrices. Tu as fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Tu m'as appris ce qui compte vraiment dans la vie. J'ai failli rire. Oui, Victoria lui avait certainement appris ce qui comptait l'argent et le statut. Et je veux que tu saches que je prendrai toujours soin de toi, que tu auras toujours une maison avec moi. Des applaudissements ont parcouru la salle. Victoria rayonnait vers Daniel, sa main sur son cœur, dans un geste de surprise touchée qu'elle avait probablement pratiqué devant le miroir, mais je pouvais voir l'anticipation dans ses yeux. C'était ça le moment qu'ils avaient planifié. Daniel a mis la main dans sa poche de veste et a sorti une enveloppe couleur crème. Ma bouche est devenue sèche. Il a ouvert l'enveloppe avec une lenteur délibérée, créant du suspense de l'intérieur. Il a retiré un porte-clés avec 3 clés brillantes attachées à un petit ruban bleu. « Chérie », a dit Daniel, sa voix épaisse d'émotion. « Je les ai fait faire spécialement pour toi. 3 copies, pour que tu ne sois jamais enfermé dehors. » Il a tenu les clés pour que tout le monde les voie. La lumière a accroché le métal, les faisant étinceler. Ce sont les clés de notre avenir, les clés de l'appartement du boulevard Voltaire, des allaitements des invités qui ne savaient pas ce qui se passait, des regards complices de ceux qui savaient la main de Victoria, a volé à sa bouche dans ce geste de surprise. Daniel, oh mon Dieu, pour que tu aies toujours un endroit où atterrir à continuer. Daniel plaçant les clés dans sa paume et refermant ses doigts dessus pour que cet endroit puisse être le nôtre, plus d'applaudissements plus forts. Cette fois, Patricia applaudissait plus fort que quiconque, un énorme sourire sur son visage. Quel fils généreux! Quel mari attentionné! Une des amies de Victoria s'est penchée et a dit assez fort pour que la moitié de la table entende: est-ce l'appartement que sa mère a hérité, celui qui vaut 1 million? Mes mains ont agrippé le bord de la table. C'était le moment que j'avais redouté et préparé. Je me suis levée. Le mouvement a été assez soudain pour que la conversation s'arrête. Net, tous les yeux se sont tournés vers moi. Quel cadeau intéressant! Ai-je dit ma voix stable, malgré mon cœur qui battait la chamade, donner quelque chose qui ne t'appartient pas? Cela demande une forme spéciale d'audace. Le sourire de Daniel s'est figé. Maman, on peut en parler plus tard, non? Daniel, si nous allons faire du théâtre public de ma vie, alors tout le monde devrait connaître toute l'histoire. Les doigts de Victoria se sont resserrés sur les clés. Patricia a posé son verre de vin avec un claquement sec. André s'est levé à côté de moi, ouvrant sa mallette avec des mouvements délibérés. « Maman, s'il te plaît !» La voix de Daniel contenait une note d'avertissement. « S'il te plaît !» Quoi, j'ai croisé le regard de mon fils à travers la table. « S'il te plaît, te laisser voler ma maison. S'il te plaît, te laisser m'enfermer dans une maison de retraite pour que tu puisses acheter une maison à Neuilly. S'il te plaît, coopérer avec ton plan pour me faire déclarer mentalement incompétente. » La salle a éclaté en murmures. Regard confus, une femme a sorti son téléphone. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » a dit Victoria, sa voix tranchante, mais son visage était devenu pâle. « N'est-ce pas ?» La voix d'André a coupé à travers les murmures, comme un couteau. Peut-être devrions-nous clarifier la situation pour tout le monde. Ici, il a posé son ordinateur portable sur la table, le connectant à une petite enceinte. Portable, le visage de Daniel s'était vidé de toute couleur. « Maître Vernier, ce n'est pas nécessaire. » « Oh, je pense que c'est tout à fait nécessaire. » Le sourire d'André était froid. « Vous voyez, mesdames et messieurs, Daniel ici présent
n'a pas fait de double des clés de sa mère. Il a fait des copies illégales d'un appartement qui ne lui appartient pas, ne lui a jamais été promis, et auquel il n'a absolument aucun droit légal d'accès. Ce n'est pas vrai, a interjecté Patricia, sa voix montant. Claire aurait voulu que Daniel ait cet appartement, n'est-ce pas? André a tourné l'écran de son ordinateur vers la salle et a appuyé sur lecture. Le visage de Claire a rempli l'écran chauve émacié, tube à oxygène visible, mais ses yeux flamboyants d'une colère juste. La salle est devenue absolument silencieuse. Je m'appelle Claire Elisabeth Delmas, a commencé la voix enregistrée de Claire. Aujourd'hui nous sommes le 7 décembre 2019. J'ai regardé les visages autour de la table pendant que la vidéo de Claire jouait la confusion, se transformant en choc. Le choc se transformant en dégoût quand Claire a joué le premier extrait audio, la voix de Daniel disant « Nous pouvons demander au tribunal de faire déclarer maman mentalement inapte à vivre seule. » Plusieurs personnes ont haleté. Victoria a essayé de se lever. C'est une affaire familiale privée. Asseyez-vous, a dit André doucement. Mais quelque chose dans son ton a fait retomber Victoria dans sa chaise. La vidéo a continué. Claire exposant méthodiquement les preuves, jouant des extraits des enregistrements. Daniel discutant quel psychiatre corrompre Patricia, parlant de maximiser le profit. Victoria me traitant de vieille femme qui n'a jamais rien fait de productif de sa vie. Cette dernière phrase a frappé la salle comme un coup physique. J'ai vu Daniel tressaillir, vu Patricia fermer les yeux. Vu le masque de calme de Victoria se fissurer. Enfin, quand Claire s'est adressée à chacun d'eux, directement, les appelant par leur nom, décrivant leur conspiration. Disant à Daniel qu'il était pire que son père ne l'a jamais été. J'ai entendu de vrais sanglots, quelque part dans la salle. La vidéo s'est terminée avec les derniers mots de Claire. « Je t'aime, Charlotte. Tu étais la meilleure partie de ma vie. » L'écran est devenu noir. Personne n'a parlé. Personne n'a bougé. Puis la voix d'André nette et professionnelle. Cette vidéo a été enregistrée 6 semaines avant la mort de Claire Delmas, avec sa pleine capacité mentale, certifiée par 3 médecins. Tout ce que vous venez d'entendre est admissible devant un tribunal. Il s'est tourné pour faire face à Daniel, Victoria et Patricia. L'appartement est détenu dans une fiducie irrévocable. Charlotte Delmas est l'usufruitière. À vie, personne ne peut le vendre, le réclamer ou prendre de décision à ce sujet sans son consentement notarié explicite. André a placé sa main sur une pile de documents dans sa mallette. J'ai ici 17 conversations enregistrées, documentant votre conspiration pour commettre une fraude tentative, d'abus de faiblesse et planification de faux documents médicaux. Chacun de ces actes est une infraction pénale. Vous ne pouvez pas, à commencer, Patricia, ne peut pas quoi? Ne peut pas porter plainte. Le sourire d'André était tranchant. Oh, je le peux absolument, et je le ferai, à moins qu'il n'ait fait une pause, laissant le mot pendre dans l'air. À moins que quoi? A chuchoté Daniel. Il avait l'air d'être sur le point d'être malade. André m'a regardé, c'était mon moment, le moment de choisir la vengeance ou la clémence. J'ai pensé à Claire à ses derniers mots sur la dignité et l'amour et tout ce qu'elle m'avait appris à moi. Ai-je dit lentement que vous n'acceptiez mes conditions? Maintenant, tous les 3, j'ai sorti une feuille de papier qu'André et moi avions préparée. Conditions. 1. Daniel, tu reconnaîtras publiquement maintenant, devant tout le monde dans cette pièce, ce que tu prévoyais de faire. La gorge de Daniel a travaillé des larmes, striaient son visage. Je prévoyais de faire déclarer ma mère, mentalement incompétente, pour que Victoria et moi puissions vendre son appartement et utiliser l'argent pour acheter une maison. J'ai conspiré avec ma femme et ma cousine pour voler la maison de ma mère. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot,
Plusieurs personnes dans la salle pleuraient. Condition 2. Victoria, tu présenteras des excuses, de vraies excuses. La mâchoire de Victoria s'est serrée, ses yeux brûlaient de haine, mais elle a regardé les documents dans la mallette d'André. Les preuves qui pouvaient la détruire complètement, et a parlé. Je m'excuse pour mon rôle dans ce plan. J'ai laissé l'avidité l'emporter sur la décence. Je suis désolée. Les mots semblaient avoir été tirés de sa gorge avec des crochets rouillés. Condition 3. Patricia, tu signeras un document, renonçant à toute réclamation sur la succession de Claire maintenant. Et pour toujours, le visage de Patricia était taché de larmes. Bien que je ne puisse dire si c'était de honte ou de colère, je signerai condition 4. Daniel, tu suivras une thérapie obligatoire. J'exigerai une preuve de présence mensuelle pour la prochaine année, je le ferai. Condition 5. Victoria et Patricia. Vous n'aurez aucun contact avec moi pendant un minimum de 2 ans. Pas d'appel, pas de SMS, pas d'email, pas de visite. Rien d'accord ? A dit Victoria entre ses dents serrées. Bien à chuchoter, Patricia André a produit des documents de sa mallette. Ces papiers formalisent tout ce que Charlotte vient d'énoncer. Signez-les maintenant, devant tous ces témoins. Ou je dépose plainte. Lundi matin, à 9h, un par un. Ils ont signé. La main de Daniel tremblait si fort qu'il pouvait à peine écrire son nom. La signature de Victoria était des barres d'encre furieuses. Patricia pleurait silencieusement en signant une chose de plus. Ai-je dit regardant les clés toujours serrées dans la main de Victoria ? Ces clés sont des copies illégales. Donne-les-moi, Victoria. Les a laissées tomber sur la table, comme si elle la brûlait. Je les ai ramassées et mises dans mon sac. Puis j'ai regardé mon fils, regardé vraiment, pour ce qui semblait être la première fois depuis des années. Daniel, je ne sais pas qui tu es devenu. Je ne sais pas s'il t'est possible de retrouver le chemin vers la personne que tu étais. Mais j'espère pour toi, plus que pour moi, que tu essaieras. Je me suis tournée pour partir. André à mes côtés, derrière nous. La fête était en ruine alors que nous atteignions la porte. Daniel a appelé maman. Attends, je me suis arrêtée, mais ne me suis pas retournée. Je suis désolée, a-t-il dit, sa voix brisée par les larmes. Je suis tellement désolée. Je ne sais pas comment je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Moi non plus, ai-je dit doucement. Mais c'est quelque chose que tu dois comprendre. Et puis André et moi sommes sortis du pavillon des Rives, laissant derrière nous les décombres de la famille que je pensais avoir. Le gérant du restaurant attendait dans le couloir. Il avait l'air bouleversé. « Madame Delmas, a-t-il dit approchant prudemment, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre une partie de ce qui s'est passé là-dedans. Je veux que vous sachiez que votre repas ce soir est offert. Ce que votre sœur a fait pour vous, c'est le véritable amour. Je suis honorée que vous ayez choisi notre établissement. Pour cela, sa gentillesse a fait piquer mes yeux de larmes. Merci, alors qu'André et moi traversions la salle à manger. Principal, j'ai remarqué plusieurs personnes nous regardant. Une femme, une grand-mère aux yeux doux, a tendu la main et a serré la mienne. Quand je suis passée, « Vous êtes très courageuse », a-t-elle chuchoté dehors. L'air de décembre était vif et froid. Je l'ai avalé, sentant que je pouvais respirer correctement pour la première fois depuis des heures. La voiture d'André était chaude. Quand nous sommes montés, il n'a pas démarré tout de suite. Juste assis là, me donnant le temps de traiter « Comment vous sentez-vous » a-t-il finalement demandé. Je ne sais pas, soulagée, en colère triste. Je l'ai regardé. Est-ce normal, après ce que vous venez de vivre absolument ? Normal. Il a démarré la voiture, Charlotte. Ce que vous avez fait là-dedans, cela a demandé un courage énorme. Claire serait si fière. Je continue à penser quand Daniel a-t-il changé ? Quand est-il devenu quelqu'un capable de faire ça ? Peut-être n'a-t-il pas changé ?
Peut-être que Victoria a juste révélé ce qui était déjà là. André a quitté le parking, ou peut-être, et c'est ce que j'espère. Peut-être que c'est son fond, le moment qui le force à regarder qui il est devenu et à décider d'être meilleur. Pensez-vous que c'est possible qu'il puisse changer? Je pense que les gens peuvent changer, s'ils le veulent, assez fort. La question est de savoir si Daniel le veut. André m'a jeté un coup d'œil, mais c'est son voyage. Maintenant pas le vôtre. Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Le reste dépend de lui. Nous avons roulé en silence pendant un moment. Les lumières de la ville floue passaient par les fenêtres. Que se passe-t-il maintenant? Ai-je demandé, alors que nous approchions de mon immeuble maintenant? Maintenant vous vivez votre vie? Charlotte, vous guérissez? Vous trouvez ce qui vous rend heureuse? Vous honorez la mémoire de Claire en étant tout ce qu'elle croyait que vous pouviez être? Il s'est arrêté devant mon immeuble, l'immeuble qui était légalement, irrévocablement, définitivement le mien. Merci André pour tout. Remerciez Claire, c'est elle qui a tout mis en mouvement. Il a serré ma main doucement. Mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. J'ai promis à Claire de veiller sur vous. Et je tiens mes promesses. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 3e étage. Mes jambes tremblantes, à cause de la chute d'adrénaline à l'intérieur de l'appartement. J'ai laissé tomber mon sac sur la table d'entrée et me suis tenue au milieu du salon. Les livres de Claire sur les étagères, les meubles de Claire, les photos de Claire sur les murs, mes livres, mes meubles, mes photos. Maintenant, j'ai marché jusqu'à la photo de Claire, celle sur la cheminée, où elle souriait ce sourire rayonnant. Plein de vie et de joie, je l'ai fait. Ai-je chuchoté. J'ai riposté, juste comme je l'avais promis. Mon téléphone a vibré, un SMS d'un numéro inconnu. La vidéo de ce soir est déjà virale. 2,4 millions de vues. Et ça monte, les gens vous appellent une héroïne, Jessica, l'amie de Victoria, de la fête. J'ai fixé ce SMS. Quelqu'un avait enregistré la confrontation. Bien sûr, à notre époque, tout est enregistré. Une partie de moi était horrifiée. Le dysfonctionnement de ma famille, exposée à des millions d'étrangers, mais une autre partie, la partie qui ressemblait à Claire, pensait bien que le monde voit ce que l'avidité fait aux gens, que ce soit un avertissement. Je n'ai pas répondu au SMS de Jessica. À la place, je me suis changée, en vêtements confortables, me suis fait une tisane et me suis recroquevillée sur le canapé avec la couverture de Claire. Demain, je devrais comprendre ce qui viendrait. Ensuite, comment reconstruire une vie, comment naviguer la réalité de la trahison de mon fils, mais ce soir, j'étais juste assise dans l'appartement que Claire avait protégé pour moi, sentant le poids de son amour m'entourer comme une armure. J'avais gagné la bataille. Maintenant, je devais trouver comment gagner la guerre de la guérison le lendemain matin. Je me suis réveillée avec 73 appels manqués. La plupart venaient de numéros que je ne reconnaissais pas. Des journalistes, probablement ayant vu la vidéo virale. 3 étaient du numéro de Patricia. J'ai supprimé ces messages vocaux sans écouter, et 5 étaient de Daniel. J'ai fixé son nom sur mon écran. Mon doigt planait sur l'icône de messagerie. Une partie de moi avait besoin de savoir ce qu'il avait à dire. L'autre partie, la partie blessée et en colère, voulait tous les supprimer et prétendre qu'ils n'avaient jamais existé. La voix de Claire a résonné dans ma mémoire. Tu es plus forte que tu ne le penses. Lot, j'ai appuyé sur lecture sur le premier message. Maman, la voix de Daniel était comme s'il avait pleuré pendant des heures. Maman, je ne sais même pas quoi dire. Je suis tellement désolée. Je suis tellement désolée. Je sais que ça ne veut rien dire. Maintenant, je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais j'ai besoin que tu saches que je pars. Victoria et moi. C'est fini. Elle est partie. Il y a 1 heure, a fait ses valises. Et est partie. A dit que j'étais un lâche. A dit que si j'avais mieux géré les choses, elle ne perdrait pas tout un rire. Amer. Elle a raison, je suis un lâche.
Je l'ai laissé me convaincre que tu étais un fardeau, au lieu de ma mère, la femme qui a tout abandonné pour m'élever seule. Comment suis-je devenue cette personne, maman? Comment suis-je devenue papa? Le message s'est coupé. J'étais assise sur le bord de mon lit, le téléphone serré dans ma main, le cœur battant. Le deuxième message. Il est 3 heures du matin. Je ne peux pas dormir. Je continue de voir le visage de tante Claire dans cette vidéo. La façon dont elle regardait la caméra, quand elle disait que j'étais pire que papa. Elle avait raison, papa est parti. Mais au moins, il n'a pas essayé de te voler. D'abord, au moins, il n'a pas conspiré pour t'enfermer comme une ordure. Sa voix s'est brisée. J'ai appelé le docteur Wu. C'est une thérapeute. Mon premier rendez-vous est mardi. Je sais que tu as dit que je devais le faire, mais je l'aurais fait. De toute façon, j'ai besoin d'aide. Maman, j'ai besoin de comprendre comment je me suis autant perdue. Le troisième message était plus court. Je t'aime. Je sais que je n'ai pas le droit de dire ça après ce que j'ai fait, mais c'est vrai, je t'aime et je vais passer le reste de ma vie à essayer d'être digne d'être ton fils, à nouveau. Le quatrième message, l'avocat de Victoria a appelé. Elle veut que je te transmette un message. Elle déménage à Lyon, prend un travail là-bas. Elle a dit de te dire que tu as gagné et j'espère que tu es heureuse. Mais maman, il n'y a pas de gagnant ici. Nous avons tous perdu. J'ai perdu ma femme, mon amour-propre, ma relation avec toi. Victoria a perdu sa carrière et sa réputation et toi. Tu as dû combattre ton propre fils juste pour garder ce qui t'appartenait, légitimement. Quel genre de famille fait ça? Le cinquième message était différent, plus calme, plus réfléchi. Je nettoyais le placard. Aujourd'hui, j'ai trouvé une boîte de vieilles photos. Il y en a une de toi, moi et tante Claire, à ma remise de diplôme de 3e. Vous souriez toutes les deux. Si grands, si fiers. Je me souviens de ce jour. Tante Claire m'avait acheté une nouvelle cravate parce que j'avais grandi. Tu avais pris ta journée? Même si tu ne pouvais pas te le permettre. Je me sentais tellement aimée. Maman tellement incroyablement aimée. Une longue pause. Je pouvais l'entendre respirer. Je ne sais pas quand j'ai arrêté de ressentir ça, ou peut-être que je n'ai jamais arrêté. J'ai juste laissé d'autres choses devenir plus importantes. La maison. Le statut, ce que Victoria voulait. J'ai laissé sa voix devenir plus forte que la tienne dans ma tête. Une autre pause. Je vais arranger ça. Je ne sais pas comment, mais je vais devenir l'homme que tante Claire voulait que je sois. L'homme que tu m'as élevé pour être. Même si tu ne me parles plus jamais, même si j'ai tout détruit, je vais essayer le message. C'est terminé. Je suis restée assise, là, longtemps. Le téléphone sur mes genoux, les larmes coulant sur mon visage. Était-ce possible? Les gens pouvaient-ils vraiment changer? Je n'ai pas rappelé Daniel? Pas ce jour-là, pas cette semaine-là. À la place, je me suis concentrée sur l'appartement, sur les affaires de Claire, sur la compréhension de ce à quoi je voulais que ma vie ressemble. Maintenant que j'avais gagné ma maison, mais perdu ma famille, la vidéo du pavillon des Rives était effectivement devenue virale. Lundi matin, elle avait 12 millions de vues. La section des commentaires était un champ de bataille. C'est déchirant. Ma propre fille a essayé de faire quelque chose de similaire. Que Dieu bénisse cette femme. Pour avoir riposté ce fils, devrait être en prison. Quel monstre la sœur enregistrant cette vidéo en mourant du cancer. Je sanglote, c'est le véritable amour. Quelqu'un d'autre a remarqué le visage de la belle-fille. Quand la vérité a éclaté, c'est le visage de quelqu'un qui s'est fait prendre. Ma mère a 68 ans et vit seule après avoir vu ça. Je l'appelle tout de suite pour lui dire que je l'aime, mais il y avait aussi d'autres commentaires. Cela semble mis en scène, trop parfait. Les affaires de famille devraient rester privées. Diffuser cela publiquement est tout aussi mauvais que ce que le fils a fait. La vieille dame exagère.
Probablement les fils ne deviennent pas méchants sans raison. Je les ai tous lus. Les soutiens m'ont fait pleurer. Les critiques m'ont mise en colère. Mais en dessous de tout, il y avait un étrange sentiment de but. L'histoire de Claire aidait les gens des femmes qui s'étaient senties invisibles, se voyaient en moi des enfants adultes, appelaient leurs parents vieillissants. Les familles avaient des conversations difficiles mais nécessaires sur les soins et l'héritage. La mort de Claire Sarr, planification. Son sacrifice créait des ondes bien au-delà de ma simple protection. Le mardi après-midi, exactement une semaine après le dîner. André a appelé Charlotte. « J'ai des nouvelles. L'avocat de Patricia m'a contacté ce matin. » Mon estomac s'est serré. Que veut-elle maintenant? Rien. Elle abandonne tout officiellement et définitivement son avocat a envoyé des documents, renonçant à toute réclamation sur la succession de Claire. Mais il y a plus, la voix d'André a pris une note de sombre satisfaction. Patricia dépose le bilan. Son mari demande le divorce, la dette qu'elle avait accumulée pour maintenir cette façade de richesse. L'a finalement rattrapée. J'aurais dû me sentir victorieuse. À la place, je me sentais juste triste. Et Victoria? Sa société a fermé la semaine dernière. L'enquête pour fraude a trouvé assez de preuves pour porter plainte. Mais Victoria a conclu un accord. Elle déménage à Lyon, comme Daniel vous l'a dit, pour travailler comme employée subalterne, rétrogradation massive, la vidéo virale a détruit ce qui restait de sa réputation professionnelle. Et Daniel? Une pause. Je ne sais pas. Charlotte, ce n'est pas mon client? Voulez-vous que je me renseigne? Le voulais-je? Voulais-je savoir si mon fils tenait ses promesses? Ou cela rouvrirait-il simplement des blessures qui avaient besoin de temps pour guérir? Pas encore, ai-je dit, finalement. Peut-être un jour, mais pas encore. C'est juste, oh, une chose de plus. Plusieurs médias veulent vous interviewer. Ils veulent faire un reportage sur la maltraitance des aînés et l'exploitation financière. Vous aideriez beaucoup de gens. Je vais y réfléchir. Mais je connaissais déjà ma réponse. Claire n'avait pas fait cette vidéo pour me faire passer à la télévision. Elle l'avait faite pour me protéger. Je voulais la paix. Je voulais comprendre comment vivre dans cet appartement sans ressentir l'absence de Claire dans chaque pièce. 2 semaines après le dîner, je me suis réveillée avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Je ne pouvais pas continuer à vivre dans un musée du chagrin. Claire n'avait pas sauvé cet appartement pour que je reste assise ici, seule, entourée de fantômes et de souvenirs. Elle l'avait sauvé pour que je puisse vivre. Mais comment, à quoi ressemblait la vie pour une femme de 65 ans sans emploi? Une famille détruite dans un appartement plein de livres. J'ai fait du café et me suis assise sur le balcon, malgré le froid de décembre, enroulée dans la couverture de Claire en bas, dans le square. Je regardais une femme âgée, assise seule sur un banc. Elle avait un livre sur ses genoux, mais elle ne lisait pas, fixant juste l'espace, avec ce genre particulier de solitude que je connaissais trop bien. Et soudain, j'ai su. J'ai su ce que Claire voudrait que je fasse de cet espace. J'ai appelé André cet après-midi-là. Je veux transformer l'appartement en un lieu de rassemblement pour les femmes. Comme moi. Les femmes âgées, qui sont seules. Une association a demandé André, son ton intéressé. Non, rien d'aussi formel, juste. Un endroit pour se rencontrer, parler, savoir qu'on n'est pas invisible. Je parlais plus vite maintenant. L'idée se cristallisant à mesure que je parlais 2 fois par semaine, mardi et jeudi après-midi. Café, conversation, communauté, c'est tout. Charlotte, c'est une belle idée. Claire adorerait ça. Je vais devoir réorganiser les meubles, installer le salon pour un groupe, peut-être convertir la chambre de Claire en salle de lecture. Calme, utiliser ses livres. Elle voudrait qu'ils soient lus
pas juste assis sur des étagères. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire légalement? Je ne veux pas d'organisation formelle, pas de frais, pas d'adhésion, juste des voisins aidant des voisins. Est-ce possible? Absolument. Vous invitez simplement des gens dans votre domicile privé, pas de permis nécessaire. Tant que vous ne facturez pas d'argent ou n'appelez pas ça une entreprise, vous êtes tranquille. Bien, je commence cette semaine. J'ai passé les 3 jours suivants à transformer l'appartement. Les meubles de Claire sont restés, mais je les ai réorganisés, le canapé et les fauteuils formaient un cercle de conversation dans le salon. J'ai acheté des chaises pliantes, supplémentaires, chez Emmaüs, robustes, confortables. Rien de chic. J'ai installé une station de café sur le comptoir de la cuisine avec une grande cafetière trouvée en solde, une sélection de thé et de jolies tasses. La chambre de Claire est devenue une salle de lecture. J'ai sorti son lit et apporté 2 fauteuils de lecture confortables. Ses livres tapissaient les murs. J'ai ajouté un éclairage doux et une petite table sur cette table. J'ai placé la photo de Claire, sa préférée, où elle souriait dans sa salle de classe, entourée d'enfants sous la photo. J'ai mis une petite plaque qu'André m'avait aidé à commander. Claire Elisabeth Delmas, enseignante, sœur protectrice. Cet espace existe, grâce à son amour. J'ai fait des flyers sur mon ordinateur, le cercle de Claire, un espace de rassemblement pour femmes. 60 ans et plus, pas de frais, pas de jugement, juste. Communauté café, conversation mardi et jeudi, 14h à 17h. Je les ai affichés à la bibliothèque, au centre social, à la boulangerie, puis j'ai attendu le premier mardi, j'ai fait du café à 13h30, sorti des biscuits que j'avais faits ce matin-là, utilisant la recette de Claire, et je me suis assise sur le canapé, nerveusement. 14h. Est passé. Personne. 14h15. Toujours personne. À 14h20, j'ai commencé à me sentir stupide. À quoi avais-je pensé que des femmes se pointeraient juste chez une étrangère pour du café? Puis la sonnette a retenti. J'ai ouvert pour trouver une petite femme à l'air nerveux, aux cheveux argentés et aux yeux doux. « J'ai vu votre flyer à la bibliothèque », a-t-elle dit avec hésitation. « Je suis Hélène Rodriguez. J'espère que je ne suis pas trop tard. Vous êtes parfaite, » ai-je dit, le soulagement m'envahissant. « S'il vous plaît, entrez. Je suis Charlotte. » Hélène est entrée regardant autour de l'appartement avec appréciation. Quel bel espace, tous ces livres, ils étaient à ma sœur. Elle était enseignante, était-elle? Elle est décédée, il y a 1 an. C'était son appartement, maintenant, c'est le mien. Les yeux d'Hélène se sont adoucis. Je suis désolée pour votre perte. Mon mari est mort, il y a 3 ans. Je pensais être prête à être seule. Je ne l'étais pas. Nous nous sommes assis dans le salon. J'ai versé du café. Nous avons parlé. Hélène avait été infirmière pendant 40 ans. Elle avait 2 filles qui vivaient à Nice. Elle s'appelait en vidéo, 1 fois par semaine, mais ne visitait jamais. Elles disent que c'est trop cher de prendre le train, a dit Hélène, sa voix soigneusement neutre. Elles ont leur propre famille, maintenant, leur propre vie. Ça doit être solitaire. Ça l'est. Hélène a croisé mon regard. Mais vous savez quelle est la pire partie? Se sentir invisible, je peux passer des jours sans que personne ne me parle. La caissière du supermarché, le facteur, c'est tout. Certains jours, je parle à mon chat juste pour entendre une voix, même si c'est la mienne. Mon cœur s'est serré. C'est exactement pourquoi j'ai commencé ça. Pour que les femmes, comme nous, sachent que nous ne sommes pas invisibles, nous ne sommes pas oubliés. À 14h40. La sonnette a retenti à nouveau. Cette fois, c'était une femme africaine élégante, d'environ 70 ans, portant un beau manteau violet. « Je suis Nina Diop », a-t-elle dit avec un grand sourire. « J'ai vu votre flyer au centre commercial. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour rejoindre Pas du tout, s'il vous plaît. Entrez à 15h.
Nous avions 5 femmes. Hélène Nina, une femme calme, nommée Suzanne, qui venait de divorcer Marie, une femme portugaise qui parlait peu français, mais dont le sourire transcendait les barrières linguistiques, et une certaine Bernadette. Nous nous sommes assis en cercle. Nous avons partagé nos histoires. Le mari de Nina avait Alzheimer et était en institution. Ses enfants ne visitaient pas. Suzanne avait été mariée 35 ans. Avant que son mari ne la quitte pour une femme plus jeune, à 63 ans, je suis apparemment trop vieille pour être désirable, mais trop jeune pour la pitié. Je suis juste entre deux, invisible. Marie communiquait par gestes, mais nous avons compris qu'elle était veuve sa famille au Portugal. J'ai partagé mon histoire aussi pas tout, pas à propos de Daniel et Victoria en détail. Juste la vérité centrale. Ma sœur m'a laissé cet appartement. Ma famille a essayé de me le prendre. J'ai riposté, j'ai gagné, mais maintenant je suis seule et j'ai réalisé qu'avoir une maison ne signifie rien si on n'a personne avec qui la partager. Hélène a tendu la main à travers le cercle et a pris la mienne. Vous n'êtes plus seule? Et juste comme ça, le cercle de Claire est né au cours des 8 semaines suivantes. Le cercle a grandi. Semaine, 2, 8 femmes. Semaine, 4, 12 femmes. Semaine, 8, 23 femmes. L'appartement était plein à craquer. Nous avons établi un rythme. Les mardis étaient pour la conversation. Les jeudis étaient pour apprendre et faire. J'enseignais la couture utilisant la vieille machine Singer de Claire. Nous réparions des vêtements, créions de belles choses à partir de chutes. Nina, qui avait été comptable, enseignait la gestion financière de base. Ne laissez pas vos enfants gérer votre argent sans surveillance, disait-elle fermement. Restez impliqués, restez informés. Hélène partageait des connaissances médicales. Comment parler aux médecins? Comment gérer les médicaments? Suzanne a lancé un club de lecture, utilisant la bibliothèque de Claire. Nous lisions de tout, de la poésie au roman policier. Nous sommes devenus une famille, un jeudi de février. Une nouvelle femme est apparue à la porte. Elle était plus jeune que nos membres habituels. Peut-être 60 ans, bien habillée, mais avec des yeux hantés. « Je m'appelle Norma », a-t-elle dit doucement. Hélène est ma voisine. Elle m'a parlé de ce groupe. Elle a dit qu'il y avait des femmes ici qui comprenaient ce que c'est que de se sentir invisible. Entrez Norma. Le groupe s'est tu pendant que Norma racontait son histoire. C'était terrifiant. Familier, son fils et sa belle-fille essayaient de prendre sa maison. Il l'avait convaincue de mettre l'acte au nom de son fils, pour des raisons fiscales. Maintenant, ils essayaient de la forcer à aller en maison de retraite pour pouvoir vendre. Ils disent que je ne suis pas en sécurité. Seule, a chuchoté Norma, les larmes coulant sur son visage. Ils ont dit à mon médecin que j'étais oublieuse. Ils montent un dossier pour dire que je suis incompétente, mais je ne le suis pas. Je suis seule, et triste, et effrayée, mais je ne suis pas incompétente. Hélène s'est déplacée pour s'asseoir à côté de Norma, prenant sa main. Nina a sorti des mouchoirs et je savais exactement quoi faire. Norma, j'ai besoin que tu m'écoutes, très attentivement. Ai-je dit, m'agenouillant devant sa chaise. Tu n'es pas seule. Tu n'es pas impuissante. Et tu ne vas pas perdre ta maison. Je lui ai parlé d'André. Je lui ai donné sa carte. Je lui ai expliqué les protections légales. Mais je ne peux pas me permettre un avocat cher. André travaille avec des gens selon leurs moyens. Il t'aidera, et en attendant, nous sommes là. Toutes nous, tu as des témoins. Maintenant, tu as une communauté. Tu ne te bats plus seule. La salle a éclaté en affirmation. Chaque femme là avait soit vécu quelque chose de similaire, soit craint de le vivre. Nous nous sommes ralliés autour de Norma, comme une armée en une semaine. André avait aidé Norma à mettre en place des structures de protection en 2 semaines. L'avocat de son fils avait reculé, réalisant que Norma n'était pas la cible facile qu'il pensait, en 1 mois.
Norma souriait à nouveau, dormait la nuit, assistait au cercle de Claire 2 fois par semaine. C'est là que j'ai compris que Claire ne m'avait pas seulement sauvée, elle avait créé un plan pour sauver les autres. C'était un mardi fin mars, 4 mois après le dîner. Quand Daniel est apparu à ma porte, je l'ai presque pas reconnu. Il avait perdu du poids, ses cheveux étaient de plus longs, moins coiffés. Il portait un jean et un pull simple au lieu de ses vêtements de marque habituels. Mais le plus grand changement était dans ses yeux. Il semblait éveillé, présent, conscient. « Maman, a-t-il dit doucement, je sais que je n'ai aucun droit d'être ici. Je sais que tu as dit pas de contact, mais j'avais besoin de te dire quelque chose, en personne. J'aurais dû fermer la porte, lui rappeler les termes. Mais c'était mon fils. 5 minutes. Ai-je dit, je suis sortie dans le couloir, et j'ai fermé la porte de l'appartement derrière moi. Le cercle de Claire se réunissait là-dedans, et je ne le laisserai pas déranger cet espace. Nous étions debout dans le couloir éclairé, au néon. Je suis en thérapie 3 fois par semaine. À commencer, Daniel, le docteur Wu, m'aide à comprendre comment j'ai laissé Victoria me manipuler, comment j'ai confondu le succès matériel avec la valeur réelle, comment je suis devenue exactement ce que tante Claire m'avait averti de ne pas être. Il a sorti son téléphone, m'a montré une application. C'est mon journal de présence. Je n'ai pas manqué une seule séance. Je suis aussi dans un groupe de soutien. Daniel, s'il te plaît, laisse-moi finir. Sa voix était brute d'émotion. Je ne suis pas ici pour demander pardon. Je ne le mérite pas. Je suis ici pour dire que je suis désolée. Je suis désolée d'avoir comploté contre toi. Désolée d'avoir mis l'argent avant la famille. Désolée d'avoir oublié chaque leçon que toi et tante Claire m'avaient enseignée. Désolée d'être devenu mon père. Des larmes coulaient sur son visage. Je sais que tu as commencé quelque chose de beau ici. Le petit-fils d'Hélène Rodriguez est mon ami de fac. Marc. Il m'a parlé du cercle de Claire, de comment tu as créé cette communauté pour les femmes qui se sentent invisibles. Maman, c'est incroyable. C'est exactement ce que tante Claire aurait voulu. Marc visite sa grand-mère chaque semaine. Maintenant, grâce à ton groupe, il a réalisé qu'il la négligeait. Je suis si fière de toi, maman. Et si, honteux de moi-même, nous sommes restés en silence? Je ne suis pas prête, ai-je dit. Finalement, je ne suis pas prête à te pardonner? Je comprends. Mais je suis contente que tu sois en thérapie. Ça compte, Daniel. Il a hoché la tête. Puis-je demander une chose, pas maintenant, mais un jour, si jamais tu es prête? Pourrions-nous peut-être prendre un café, juste pour parler pas comme mère et fils, pas encore, mais comme 2 personnes essayant de voir s'il y a quelque chose qui vaut la peine d'être reconstruit? J'ai pensé à Claire. Peut-être, ai-je dit un jour, pas maintenant, mais peut-être c'est plus que je ne mérite? Merci, maman. Il s'est tourné pour partir, puis a posé un album photo sur le sol. J'ai trouvé ça. C'est pour toi, il est parti. Je l'ai regardé partir, puis j'ai pris l'album, et je suis rentrée 5 ans plus tard. Le cercle de Claire comptait 127 membres réguliers à travers 4 groupes satellites. Nous avions aidé 43 femmes à protéger leur maison. Nous avions reconnecté des dizaines de personnes âgées, isolées, et à travers tout cela, la photo de Claire était accrochée dans la salle de lecture, veillant sur les femmes qui avaient besoin de savoir qu'elles n'étaient pas invisibles. Daniel et moi prenons un café régulièrement. Maintenant, nous ne sommes plus ce que nous étions, mais nous sommes quelque chose de réel. Je suis heureuse d'une manière que je ne pensais jamais possible, parce que j'ai appris la leçon la plus importante. La vraie richesse n'est pas ce que vous accumulez, mais ce que vous partagez. La plus grande vengeance contre ceux qui essaient de vous détruire n'est pas de leur rendre leur obscurité. C'est de construire quelque chose de si beau, à partir des cendres de leur trahison, que leurs ombres ne pourront jamais toucher votre lumière. C'est ce que Claire m'a appris, c'est ce que j'enseigne aux autres.
et c'est l'héritage que je laisserai derrière moi.